Salut Le mec qui dit tout j'arrête le les blagues monde. de parler pendant le générique et il le fait quand même, évidemment. Et tu m'interromps tout de suite. Bah évidemment. Non mais c'est pas possible, on n'est pas tranquille. C'est On n'est terrible, pas hein. tranquille. C'est terrible. Bonjour, comment vous allez? Est-ce que vous êtes prêts à mettre le bololo? Je sais que personne n'a entendu cette interview, mais c'est pas grave. Le bololo, ça va être une émission incroyable. Ta tasse d'eau qui clignote. Ma tasse d'eau qui clignote. Ah oui. Arrête de boire de l'eau. Déjà, ça fait rouiller. Et bonjour à Zurich, bonjour Aude B63, bonjour à toi Omegax, Alcanoïde, salut Nibal aussi, salut, bonjour à Pickwill également, bonjour à toi tout seul, Pix99, et non, on va pas jouer à Super Seducer 2, parce que c'est pas la politique de la chaîne, mais ça a l'air assez intéressant comme jeu dans le genre. Alors que c'est la chaîne de la politique. Alors que les Seducer, c'est peut-être... Attends, il y avait une blague. Je te laisse y réfléchir. Super Seducer? C'est-à-dire que les... Non. Ah, la politique de la chaîne. Voilà. Ah, oh, ok. T'es pas si fatigué que ça en fait, Je hein, suis pour percuter aussi épuisé. vite comme ça. Hein. Épuisé. T'es épuisé. Ouais, il faut excuser Sylvain s'il y a des ratés dans la réalisation. Il est fatigué, il a des grosses journées. Il travaille, il a un vrai travail lui, et il faut qu'il paye des gens en fait. Mais bon, bref, c'est compliqué. Là, vous voyez pas, il tient sa tête en fait. Ah si, vous le voyez, voilà, il tient sa tête parce qu'elle est trop lourde pour lui. Bah écoute, allez comme salam à toi, Lilo. Est-ce que Fion a rendu l'argent? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Et puis, enfin, non. Faut demander à ses électeurs de la circonscription de Paris où il est élu, là, les 5, 6 et 7e arrondissement. Alcanoïde, la régie doit s'estier au plus vite. Ouais. D'autant que, en fait, au lieu de mettre à profit de son temps de déjeuner pour se reposer, figure-toi que souvent Sylvain joue, voire regarde des séries. Et donc, moi, des fois, j'arrive là et je le vois en train de non pas de se reposer, mais de garder les yeux ouverts sur un écran. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Je suis sûr qu'il est du genre à mettre son iPhone, son smartphone au lit, quoi. Hein, Sylvain? Ça me repose la tête d'avoir une activité vidéoludique, en fait. D'accord. Voilà. Très bien. Salut Katen Facom, depuis Montréal, écoute, 15 cm de neige ce soir. Ok, c'est pas ce qu'on attend nous à Paris. Nous, il y a une espèce de pluie froide dégueu là. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Même à vélo, c'est pas génial quoi. Purple, tu veux dire qu'il a une vie dingue ça? Ouais, je crois que Sylvain il a une vie quand même. Enfin en tout cas à part Acropolis, même si elle est pas énorme. Je suis pas sûr. T'es pas sûr? Je sais pas, oui, j'ai pu rentrer à Dijon ces derniers temps. Voilà, j'aimerais, est-ce que les gens qui vivent, est-ce qu'on peut dire la ville où tu habites? Oui, j'habite à Alfortville. Voilà, est-ce que les gens j'allais dire Villejuif, mais non, est-ce que les gens qui habitent à Alfortville ont une vie? C'est une vraie question que je pose. Oui, une vie dans les transports pour rejoindre Paris. D'accord. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, voilà, mais je suis pas contre la banlieue, hein, j'ai vécu 20 ans. Et... J'ai rien contre la banlieue, hein. Je suis moi-même, j'ai moi-même un ami qui est banlieusard. Oui, j'ai des amis qui sont partis en banlieue, c'est plus difficile pour aller les voir maintenant, il faut louer une voiture. Hannibal, depuis son point météo, depuis le Danemark, petit soleil d'automne des familles, on se croira en septembre, vive le réchauffement climatique, c'est bien ça. Par contre, pour l'instant, dis-moi si je me trompe, mais c'est toujours pas possible de se baigner au Danemark en hiver, enfin en automne. Je veux dire, la mer Baltique, c'est pas encore ça. Hein. Alors, c'est possible. Après, à part la statue, oui, il y a une question de volonté ou est-ce qu'on tient au froid quoi? Parce qu'à part la petite sirène, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui se baigne quand même. Et sinon, Alcanoï nous dit qu'il y a un joli soleil en Bretagne. Pix99 nous dit qu'il est au Kremlin-Bicêtre. Je traduis KB, hein, c'est au Kremlin-Bicêtre, qui est une ville pas très loin de d'Ivry-sur-Seine d'ailleurs. Ça, je crois que c'est limitrophe. Et également limitrophe du 13e arrondissement. Et c'est limitrophe, il n'y a pas Vitry entre les deux? Ah, c'est Vitry. Ah là, moi, effectivement, je ne sais plus. Ah, je me rappelle plus. Bah, sans doute que Pix pourra nous dire, parce que là, la géographie de cette partie de l'arrondissement, du département du Val-de-Marne m'échappe un peu. Vitry-sur-Seine représente à Lilo de Vitry-sur-Seine, et oui, comme nous. Ah non, nous c'est Ivry, et voilà. Putain. En plus, je m'en veux parce que je n'aime pas les gens qui confondent Val-de-Marne, Marne-la-Vallée et Seine-et-Marne, et alors si je me mets à confondre Vitry et Ivry, on s'en sort terrible. plus. Voilà, déjà que pendant des années j'ai confondu Ivry et Évry, mais grâce à Manuel Valls, que j'adore, vous le savez bien, je ne confonds plus. Évry, c'est l'Essonne, et Ivry, c'est le Val-de-Marne. Voilà. Nibal 01, c'est Paris, ça. Non, c'est pas Paris. J'ai eu une révélation. Quand je suis arrivé dans le Val-de-Marne, je suis arrivé un peu par hasard, j'ai pas choisi vraiment. Je suis pas sûr qu'on puisse choisir d'ailleurs, vraiment d'y aller. Il y a des endroits sympas quand même dans le Val-de-Marne. Oui, sans doute.
J'ai pas encore vu, mais sans doute. Et j'ai découvert que les initiales du département étaient sympas aussi. Ah, et effectivement, mais je doute que les créateurs du Val-de-Marne, il y a une quarantaine d'années maintenant, je crois, aient pensé à ça à l'époque. C'est possible. Je pense pas même. Ils savent pas se projeter dans le futur, moi ça m'énerve. Mais exactement, tu sais, c'était des communistes. Hein. Il faut leur, enfin, on peut pas enfin, trop en vouloir. Qu'est-ce que tu veux dire sur les communistes? Bien qu'ils ont des chaussures qui ferment la fermeture éclair, qui fait froid chez eux. Psy 99 nous dit que c'est bien 94. Oui, non, mais il y a des endroits très très bien en 94. Hein. Il y a des très très beaux parcs départementaux, il y a des bords de Seine très sympas, il y a Créteil, il y a des choses architecturalement parlant assez bien, assez intéressantes. Et vous connaissez peut-être ces espèces de grandes tours qu'on appelle les choux-fleurs. Eh bien, c'est en Val-de-Marne, c'est à Créteil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Val-de-Marne de sympa L'échangeur A86 A4, qui est pas mal aussi dans le genre. Ah bon, il y a l'aéroport d'Orly. L'artichaut, c'était pas ironique, hein, c'est une vraie curiosité architecturale des années 60-70. C'est effectivement le dernier département communiste de France. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre dans le Val-de-Marne? Il y a le MACVAL, hein, qui est un musée d'art contemporain. Et là, je ne suis pas encore allé, mais c'est très, très, très intéressant apparemment. Non, mais Alcanoïde, hein, je blaguais pour l'échangeur quand même. Hein. D'autant qu'il est affreux et immonde, quoi. Enfin, c'est un des pires endroits du affreux monde. Et immonde. Et immonde, oui. C'est, les deux en même temps. Bien sûr, sur les équipements routiers, tu peux cumuler les qualificatifs de ce genre. Hein. Hein, tout ça parce qu'il ne peut pas y aller à vélo, quoi. Ah bah, je le souhaite à personne. Oh putain, oh la vache, cet endroit, quoi. C'est horrible. Tu peux y aller à vélo. En fait, si tu suis les bords de Seine, tu as une piste cyclable qui part de la porte de Bercy à Paris, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et elle va tout droit. Et d'ailleurs, bah oui, tu la connais. Puisque oui, je l'ai prise plein de fois. Tu peux la prendre. Et je crois qu'à un moment, il y a un petit truc bizarre. Il faut faire attention. Parce que si tu vas tout droit, tu te retrouves à traverser la Seine alors qu'il faut tourner pour ne pas la traverser. Mais j'ai jamais emprunté personnellement. Mais si un jour je viens chez toi à vélo, écoute, je suivrai ce chemin. Bah non, tu prendras de l'autre côté, toi. Ah, pas forcément, non, parce qu'après il faut changer. Non, je prends l'autre côté pour venir ici. Ouais, ça va être sympa de vous entendre parler. Hein. Alors vous savez que si vous mettez deux Franciliens ensemble dans une soirée, il y a de fortes chances qu'ils passent au moins une demi-heure à parler de transport, car c'est un sujet qui nous prend beaucoup la tête et du temps. Tu sais que je me suis abonné à Vélib hier. C'est vrai? Oui. Ah bon, ok. Mais le Vélib Plus? Alors, en fait, je pense que c'était une blague pour rebondir sur le fait qu'il disait qu'il fallait qu'on arrête de parler de ça. Ah d'accord. Excuse-moi. Même si c'est vrai. Hein, mais... Et voilà. Et mais je ne sais pas que nous avions autant de franciliens dans le public, dans le chat. C'est moitié francilien, moitié expat, j'ai l'impression. D'accord. Ben, c'est intéressant. Et moitié breton. Et moitié breton. Mais ouais, mais bon, ça, c'est la curiosité, quoi. Alcanoïde, quand on est rendu à citer un échangeur pour dire ce qu'il y a de sympa quelque part. Non, mais oui. Et Alcanoïde, vous avez au moins les transports, même s'ils sont merdiques. Non, c'est pas vrai. Ils sont bien. Ça dépend. Ouais, bref. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Voilà, bah, je vais peut-être durer cette introduction, n'est-ce pas? Parce que mon émission va être un peu compliquée parce que j'ai perdu mon invité encore cette semaine. Il se trouve que c'était presque le même que la semaine dernière. Donc en fait, c'est toujours le même petit parti. Enfin, pas petit parti, mais... Ok, voilà, maintenant on a tous les provinciaux qui la ramènent. Super, merci. Hein. Alors, Clermont-Ferrand, salut à toi. Aude représente aussi la province pour Gloucester. Mais c'est vague la province, faut préciser, parce que sinon on peut pas dire du mal précisément, quoi. C'est dommage. Alcanoïde qui représente la moitié bretonne, elle toute seule, pardon, j'oublie le genre des pseudos. Donc quelqu'un qui arrive à prendre. Il y a un E à la fin, c'est elle. D'accord. La province n'existe pas, c'est vrai. Luxembourg représente. Bah écoute, salut à toi, Dandorgan, pour le Luxembourg. Hein. On espère que c'est pas trop ennuyeux ce petit pays. Hein. C'est joli les villes de Luxembourg. J'y suis jamais allé au Luxembourg. On y est allé en revenant de je sais plus où en Belgique, j'ai plus le nom, je trouve. À Arlon en Belgique, on avait fait une convention. Ah, je me rappelle de ça, oui. Et on s'est arrêté au retour et c'était très joli. D'accord. Bon, après, il y a 200 000 habitants au Luxembourg. Enfin, c'est possible. Bon, c'est pas immense, mais c'est joli. Ah non, c'est bien pour ça qu'on a laissé un duc. Hein. Les Luxembourgeois sont très très riches d'après Vorapsac. C'est vrai. Dandorgan, c'est beau, mais petit. Oui. Tu fais vite le tour, quoi, je pense. C'est comme tout ce qui est petit. Ok, j'ai eu peur que tu fasses une blague en 3 lettres. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Franchement. Ça aurait d'ailleurs permis de faire la boucle avec le Super Seducer 2, tu vois. Ça pouvait, mais bon. C'est pas grave. Bon, alors, donc cette émission est préparée à moitié, on va dire.
pour pas dire à l'arrache, hein, qui est la devise d'Acropolis, n'est-ce pas? Mais parce que j'avais prévu des choses et j'avais prévu de parler donc des jeunes avec Macron, bien sûr, puisque invité pour pas dénoncer ce mouvement de jeunesse où les gens sont très pris, mais c'est normal, enfin c'est des choses qui arrivent. Hein. Dans la Startup Nation. Dans la Startup Nation, on a toujours des calls au dernier moment, on revient vers les gens à zap, mais pas toujours parce qu'on a des imprévus, des trucs qui sont pas scheduled, quoi, donc bon, c'est normal, ça arrive. Donc, normalement, si tout va bien, j'ai un invité de qualité. Je dis bien de qualité, je ne vais pas dire son nom parce que si ça se fait pas exactement. Mais en tout cas, de qualité. Donc, quelqu'un quand même du bureau national, alors, je ne sais plus quel est le titre exact, des jeunes avec Macron, qui donc sera là dans 2 semaines. Et puisque j'en suis à annoncer les invités, sachez donc que la semaine prochaine, par contre, j'aurai une invitée, oui, une femme incroyable, une femme des jeunes Modem la semaine prochaine. Et là, comme je n'ai pas noté son nom, m'échappe. Mais bon, écoutez, j'en parlerai plus tard, bien sûr. Donc, une femme des jeunes Modem qui sera invitée, ce sera la première invitée féminine des jeunes responsables de partis, enfin de jeunes là, cette année. Donc, je dois vous dire, pour m'ouvrir à vous de manière très, très sincère, j'ai fait la demande parfois explicitement que je préférais une militante et on m'a dit mais non, mais elle n'est pas disponible, elle n'est pas là, elle habite ailleurs ou là cette semaine c'est moi ou de toute façon c'est pas elle qui va à la télé. Donc, eh bien, je m'en trouve avec 90% d'invités hommes pour l'instant et on pourra heureusement équilibrer un peu tout ça plus tard. Nibal 01, Anaïs Brood. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Anaïs Brood qui sera là. Donc, tu vois, cluster, comme quoi une femme jeune et Modem, eh bien, c'est plus probable qu'une licorne. Alors à Zurich, les jeunes républicains, eh bien écoute, je suis un peu désespéré pour les jeunes républicains, ainsi que Debout la France, car j'ai des contacts, j'ai le numéro de téléphone, mais ça ne répond pas. Quand tu laisses un message, personne ne te rappelle, et mes mails restent sans réponse. Donc à la limite, si vous connaissez des gens chez les jeunes républicains et chez les jeunes de Debout la France, eh bien vous pouvez leur dire que je serais ravi qu'ils me rappellent ou qu'ils répondent à mes mails, parce que en fait, au moins pour me dire non, que ça ne les intéresse pas, et auquel cas, je comprendrais, hein, si les gens ne sont pas disponibles jeudi après-midi ou qu'ils ne veulent pas passer sur une chaîne sur Twitch, ça se respecte. Maintenant, j'aimerais une réponse, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, après, on va m'accuser de n'inviter que des gens de gauche, alors que, eh bien non, je veux pas. Oui, à la Canute, il y a des jeunes à Debout la France. Oui. Il y a des jeunes à Debout la France. Il y a un jeune responsable, au moins, et il y a, en tout cas, des jeunes militants, et ils n'ont pas toujours. Tous les partis n'ont pas un mouvement de jeunesse spécifique type MJS, ce qui est le modèle canon, disons. Du mouvement type, les jeunes communistes, etc. Certains ont juste des jeunes responsables parce qu'ils n'ont pas tous la machinerie ou la logistique pour avoir un mouvement autonome. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des jeunes à chaque fois, effectivement. Et aussi parce qu'en général, ils sont plus accessibles. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je pensais. À l'ILOH, le Modem, ça existe encore. Je croyais vraiment que ça avait été absorbé par l'AREM. Eh bien, non, figure-toi. Autant leur groupe parlementaire a été possible parce qu'il n'y avait pas de candidat à l'AREM face au Modem, donc il a permis d'avoir une 50aine d'élus. C'est bien ça, 50aine, hein? Oui. Merci. Autant le parti reste, j'allais dire autonome, non, indépendant. C'est bien toujours François Bayrou. Et il est tellement indépendant qu'il a fallu, au moment du remaniement, la dernière fois, donner des gages au Modem pour qu'ils n'aient pas envie de faire une liste centre-droit, et avec l'UDI, par exemple. Aux européennes. J'avais pas précisé, ouais. Voilà. Donc il a fallu leur filer du biscuit, et c'est pour ça que Marc Fesneau est devenu ministre et a quitté sa présidence du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et il est ministre des Relations avec le Parlement, hein, c'est ça? Secrétaire d'État. Non, il est passé ministre, je crois. Ouais. Alors, en tout cas, il est aux Relations avec le Parlement, ce qui est quand même un poste extrêmement stratégique, et donc le filet au Modem, c'est assez dingue. Sachant qu'entre un Premier ministre qui vient de la droite et qui n'est pas l'AREM, historiquement parlant, même si ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'AREM c'est tout récent, mais bon, quand même, c'est pas un fidèle de Macron type Griveaux ou au bordel. Ou Guérini ou quoi. Alerte info, Georges Tron, jugé pour viol et agression sexuelle, est acquitté. Quoi? Oh la vache! C'est assez inattendu. Acquitté? Ouais. Par un jury populaire? Je sais pas, j'ai pas le détail. Mais c'est énorme. Oh la vache! Ah bah merde alors. Là, je dois dire que c'est assez. Ok. Eh ben, tu me tiens au courant? Tu peux savoir si c'est un jury populaire ou si c'est le juge qui a jugé. J'investigue. Merci. Alors Nibal 01, ta question pour la demoiselle du Modem, tu peux la garder pour la semaine prochaine en fait, et comme ça tu pourras la lui poser, et puisqu'elle sera là. Enfin, normalement elle sera là. Il y a pas de problème. Vorapsac, l'AREM c'est la droite, non. Alors oui, tu peux la classer la réplique en marche à droite. Ce que je voulais dire, c'était que
Édouard Philippe vient d'un parti de droite autre que La République En Marche, que je clarifierai plutôt au centre, hein, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Et donc, effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'un Premier ministre qui n'était pas un fidèle de Macron et mettre un poste stratégique de relation avec le Parlement, quelqu'un du MoDem et pas un des fidèles du premier cercle de Macron, c'était quand même assez révélateur du poids que pesait le MoDem en fait dans le dispositif de la majorité présidentielle et parlementaire, même si mes calculs sont exacts, La République En Marche est majoritaire à elle seule et n'a pas besoin du vote du MoDem, je crois. C'est bien les cours d'assises de Seine-Saint-Denis, et comme dit Purple... Ah, c'était en Seine-Saint-Denis, c'était pas en Val-de-Marne, justement? Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, d'accord, ça a été délocalisé alors. Il était maire de Draveil, dans l'Essonne. Ah, c'est l'Essonne, ouais. Et c'est la cour d'assises de Seine-Saint-Denis qui a jugé. Et donc si c'est cour d'assises, a priori c'est jury populaire. Ok, comme quoi les jurys populaires ne sont pas toujours très très sévères, surtout sur ce genre de crime. Il est possible qu'un juge professionnel aurait gardé la peine requise. Peut-être un acquittement, quoi, punaise. Peut-être ont-ils des éléments que nous n'avons pas. Sans doute. Non, le procès est public, on a tout. Hein. Enfin... Oui, mais les médias rapportent l'essentiel de l'information. Oui, c'est vrai. On n'a pas le détail du dossier. Ah, bah, tout ça sans l'appel quand même, parce que je crois pas que. Oui, non, c'est en première instance. Le talent de maître Éric Dupond-Moretti encore frappé d'après son organe. Oui, c'est ça, oui. Le talent, exactement. Je vous avoue que bon, je ne vais pas commenter l'affaire de justice en cours, n'est-ce pas? La justice indépendante. Néanmoins, effectivement, ce que dit Dupond-Moretti quand il est invité dans les médias sur les affaires de viol est assez, de mon point de vue, vomitif, je sais pas. Ouais, j'aime pas trop, voilà. On pourrait en discuter. On pourrait en discuter, ouais. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, voilà. Je m'arrêterai juste, j'ai fait ce petit commentaire. Et j'ai marqué la surprise à l'acquittement quand même. J'en connais qui ne doivent pas être très très contents. L'affaire n'est plus en cours parce qu'il y a acquittement. Bah non, tu peux faire. Il n'y a pas encore appel, donc là l'affaire n'est pas en cours. Ah non, l'affaire n'est plus en cours, oui, oui. Ah oui, oh, bien vu. Oh, oh. Tiens, je vais me garder ça dans le coin de la tête comme ça. Si un jour j'ai un problème de justice, je dirais que. Oui, bon. Alors, tiens, Pix, tu as un camarade qui est juré en ce moment sur des affaires de viol, 2, ok. Et tu dis que c'est assez complexe de balancer des gens en prison sans éléments pour justifier. En fait, il me disait, oui, enfin, normalement, le procès, il est là pour avoir les éléments. Mais c'est vrai que le bénéfice du doute est toujours. Enfin, le doute est toujours au bénéfice de l'accusé. Bien sûr, c'est un principe de base de la justice. En fait, pour qu'il commence à comprendre ce qu'est le viol sans le violer, il faudrait que une victime de viol prenne Dupond-Moretti comme avocat. Je sais pas. Après, je pense que Dupond-Moretti n'aime pas trop être partie civile. Il doit défendre surtout les accusés. C'est quand même plus intéressant quand t'es avocat. C'est ce que les avocats m'avaient dit, hein, que avocat partie civile, c'est moins drôle en plus. Je crois. Je sais pas si le terme de drôle est adapté. Mais... Non, moins intéressant plutôt. Voilà, moins intéressant. À 30 ans, on n'est pas une potiche, un cadeau d'un un homme qui vous prend le pied de maître Éric Dupond-Moretti. Merci Nibal Zéwan de nous rappeler cette belle citation également, où M. Dupond-Moretti oublie le principe de sidération. Il n'a jamais dû être agressé tout court en fait. Alors, Xanx, du coup, ça parle plus du père comme de la notification. Eh bien, si, merci de me permettre de commencer vraiment cette émission à 14h48. Ah, c'est très très bien, comme ça je me suis échauffé la voix. Voilà, c'est très très bien. Donc, eh bien, oui, je voulais revenir. Alors, le replay fait un carton. On est très content. C'est plus de 2000 vues à l'heure où je vous parle. Des 150 commentaires. Tu m'arrêtes, Sylvain, si je me trompe. Hein. Beaucoup de pouces noirs. Enfin, en tout cas, l'objectif est accompli. Alors, on nous accuse bien sûr d'être un apo à troll et d'avoir fait ça uniquement pour les vues. Hein. Vu que je me prends un peu plein la gueule, je vais dire que non, hein, parce que c'est quand même pas super agréable, même si j'ai connu pire. Mais je tenais à apporter quelques précisions sur les critiques qui sont faites dans les commentaires. Hein. Pas trop vous, hein, le chat, parce que sur le direct, c'était finalement assez calme et des trolls UPR, des militants UPR étaient arrivés dans d'autres émissions centrées sur l'Europe et avaient été plus virulents à ce moment-là, et pas justement quand on parlait de l'UPR précisément. Au FUS 01, non, franchement, tu as été réglo sur eux. Bah, justement, ouais, je vais y arriver parce que, en fait, voilà, alors, effectivement, deux choses. Oui, je me suis concentré sur la forme, parce que, en fait, ce qui transparaît le plus de l'UPR, ce sont les armées de trolls.
des armées de trolls militants sur Twitter ou YouTube en fait dès que l'UPR est évoqué et ça bon, quand même faut quand même qu'on se le dise franchement, c'est pénible hein, quoi qu'on en dise parce que en plus j'ai dit du bien de l'UPR la semaine dernière. Deux choses me viennent en tête. J'ai parlé quand même du dévouement des militants, et ça tout le monde peut en dire autant, hein, et de la performance de réunir 1200 personnes près de Tours pour les universités d'Automne, sans effectivement, comme c'est précisé au moins 2 fois dans les textes qui parlent de cette université d'été sur le site de l'UPR, sans défrayer quiconque. En tout cas, ils ne peuvent pas effectivement, comme les partis qui ont des élus, payer les déplacements des élus sous prétexte qu'il y a une formation par exemple, et donc en fait c'est l'institut formateur qui va payer pour eux pour leur déplacement et parfois le logement également. Donc non, effectivement, 1200 personnes, c'est révélateur quand même qu'effectivement électoralement l'UPR ça ne prend pas, ça reste quand même plafonné à un score rikiki, mais que effectivement ils ont un noyau dur de militants extrêmement fervents et dévoués et motivés. Très motivés. Et effectivement, j'ai centré mon propos sur Asselineau et son histoire et ses activités personnelles parce que c'est la seule figure du parti et que ses vidéos, beaucoup trop longues, il faut quand même le dire aussi, sont ridicules. Enfin, je veux dire, et c'est pas parce que c'est long et bourré de références historiques que c'est intelligent et pertinent. Hein. Je veux dire, sinon toutes les tribunes d'extrême gauche aussi elles sont vraies. Hein, elles sont très longues elles aussi, les tribunes d'extrême gauche, bourrées de références. Et ça va pour autant qu'elles sont vraies et pertinentes. Voilà, je vais me prendre tous les totos sur la gueule maintenant. Mais bon, ils sont moins présents sur YouTube. Purple, je suis curieux de savoir ce qu'il y a au-delà du noyau dur. Et ben en fait, oui, c'est un peu compliqué de ça parce que en fait, les gens qu'on voit souvent, c'est militants. Hein, voilà, donc voilà, je sais pas dire. Effectivement, il faudrait en fait réussir à avoir un échantillon représentatif des électeurs de l'UPR, mais ce qui est dur à trouver parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, par exemple, sur les échantillons, sur les cohortes que suivent le Cevipof, par exemple, qui, je pense, on dit c'est 15 000 personnes, il y a sûrement des gens de l'UPR dedans, enfin, qui ont voté l'UPR, mais vu qu'il n'y a même pas 1 million d'électeurs sur 15 000 personnes, après, s'ils vont trouver 2, ou même une dizaine, c'est pas suffisamment représentatif pour en tirer des conclusions. Donc, ce serait intéressant de savoir s'il y a des sociologues qui font un travail sur ces votes. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on connaît de l'UPR, c'est ce qu'il en ressort sur les réseaux sociaux et dans la sphère militante en ligne. Et c'est effectivement le noyau dur, des gens très, très motivés qui vont beaucoup écrire, beaucoup produire. Et bon, ça ne donne qu'une idée en fait. Nibal01, tu feras un party time un jour sur le financement indirect, pas illégal, entre guillemets, par les instituts de formation des partis, ça serait rigolo. Oui, oula, ouais, ok. Peut-être, on verra. Je me garde ça sous le coude, Nibal. Sans doute. À Zurich, l'UPR, c'est quand même plus de 300 000 électeurs. Oui, enfin, les autres partis, c'est plusieurs millions d'électeurs. Donc là, c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, faut les trouver après, quand même. Dans les échantillons, ça fait pas beaucoup. Hein. Donc voilà, ça c'était pour les retours. Et sinon, quand même, enfin, tu sens la motivation motivatoire d'Adrien face à cette idée. Merci Alkenoïd. Faudrait inviter Marc Fesneau, il connaît bien la question. Ouh, je sens Nibal, là tu en dis trop ou pas assez, tu sais. Il faut... Attention. Donc oui, et puis non quand même, enfin, Asselineau, enfin bon, moi je vais être sérieux là, souvent il dit n'importe quoi. Quand même, hein. Le sociologue Stéphane Edouard a travaillé sur l'UPR. Ah bah merci, bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil alors. Merci beaucoup. Stéphane Edouard, encore un à 2 prénoms, ça va être simple à retrouver. Donc, juste un exemple sur ce que dit Asselineau, et où moi j'estime qu'il dit n'importe quoi, sans parler de sa propension à adorer les symboles, à manier l'histoire quand même dans une façon téléologique qui est quand même abandonnée par les historiens depuis plus d'un siècle. Vous irez chercher sur Google ce que veut dire téléologique, hein, c'est le fait de dire que l'histoire a un but, hein, c'est façon Troisième République. Par exemple, voilà, pour lui, l'Europe, au-delà de dire que ça marche pas, que ça nous prive de la démocratie, pour lui, il estime que l'Europe est une menace et belliqueuse, des menaces de guerre, notamment contre la Russie. Donc là, toujours pour essayer très très sérieux quand même, parce que c'est des choses qui circulent beaucoup aussi dans les réseaux pro-Poutine, anti-OTAN, etc. C'est que l'Europe veut la guerre contre la Russie et belliqueuse, etc. Warmonger en anglais. Bon.
Par exemple, en ce moment, il y a eu un exercice militaire de l'OTAN qui s'appelle, alors vous pardonnez mon accent, Trident Juncture, c'est-à-dire la jonction du trident. Les militaires ont beaucoup d'imagination pour le nom des missions, hein, et c'est un exercice des forces armées de l'OTAN. Ah, si tu peux balancer la carte, hein, Sylvain, qui a lieu. Alors c'est un exercice otanien, donc Trident Juncture. Ah, tu peux laisser. Ah oui, laisse un peu le. Voilà. Bon, il y a une superbe montage. Tu me dis la carte. Oui, excuse-moi. Oui, bien sûr. Oui, un superbe montage Trident Juncture. Donc Trident Juncture, hein, qui est le plus important depuis la fin de la guerre froide. Bon, mine de rien, quand même, c'est beaucoup de soldats, 40 000 soldats et marins, 150 avions, 70 bâtiments de mer, et réunissés en 31 nations. Hein. Donc ça a eu lieu en Islande du 15 au 17 octobre, mais par contre la majeure partie de l'exercice s'est déroulée du 27 octobre au 7 novembre en Norvège, en Suède et en Finlande. Et donc effectivement, comme dit Nibal, les Norvégiens ont perdu une corvette dans l'exercice. Oui, alors je crois percuter un super tanker, et il y a eu aussi des difficultés à cause du froid, parce que tous les équipements n'étaient pas assez bien winterisés, parce que tous les pays ne sont pas dans le froid. Donc c'est justement le but de ces exercices, c'est après de savoir que ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc alors, le reproche qui est fait, c'est que cet exercice est un exercice pour faire peur à la Russie. Alors, c'est peut-être vrai, effectivement, ça montre une démonstration de force de l'OTAN, mais que ça se déroule à la frontière. Et là, tu peux mettre la carte, et moi je dis où est la Russie. Alors si vous regardez la carte, en fait, effectivement, la Norvège partage une frontière avec la Russie, mais c'est beaucoup plus haut, c'est vers Mourmansk, et donc en fait la majeure partie des exercices ont eu lieu en fait à la frontière avec la Suède, et personne n'a dit que personne n'a dit à la Suède que l'OTAN voulait la guerre avec la Suède, quoi. Voilà. Donc c'est bien là, c'est dans la mer du Nord, quoi, et en mer Baltique, hein, pas dans la mer Arctique. Voilà, bon, mais sinon, pour être encore plus sérieux, hein, depuis une dizaine d'années, c'est pas les armées de l'OTAN, hein, ou de l'Occident en général, qui occupent, déstabilisent ou annexent des territoires russes. Hein. Mais c'est l'inverse. Hein, faut juste se remettre un peu dans le bon point de vue, quoi, je pense. Par exemple, vous avez l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui ont été retirés à la Géorgie en 2008. Hein. Donc, qui sont toujours aujourd'hui dans des territoires qui de facto en fait sont autonomes, soutenus par la Russie. Vous avez aussi les territoires autour de Donetsk et de Lugansk dans l'est de l'Ukraine, hein, où l'armée russe soutient des milices séparatistes et organise aussi des élections bidons, dont les dernières ont lieu il y a quelques jours en fait, pour élire les présidents de ces deux territoires. L'annexion pure et simple de la Crimée en 2014, sans oublier aussi la Transnistrie en Moldavie, qui est un tout petit territoire assez rigolo. Je vous invite à vous intéresser à cette petite bande de terrain en fait entre le Dniestre et l'Ukraine, et aussi l'État biélorusse, hein, qui tient quand même en grande partie grâce à la Russie. Mais tout ça, bien sûr, Assino, il l'efface parce que la victime c'est Poutine en fait. Voilà. Alors, Poutine a pris au moins un territoire par quinquennat français. Je me demande ce qu'il va prendre sous Macron dès Paris. Il peut renforcer son emprise sur l'est de l'Ukraine ou aller chatouiller les pays baltes, mais c'est vraiment difficile par contre. Il y avait plein de trucs en haut, mais c'est pas grave, tant pis. Il y a quelqu'un qui a parlé trop là, Fanny Dufos. C'était par rapport à Stéphane Edouard. Bon bah d'accord, apparemment c'est pas un homme adorable. Disons que Fanny émet quelques doutes sur la personne. D'accord. Et sur sa qualité de sociologue aussi, si j'ai bien compris en fait. Ah, il y a des vidéos où il a fait comment dresser sa femme. D'accord. Ou encore, j'aime les bimbos, c'est grave. C'est un pick-up artiste en fait aussi, Stéphane Edouard. Ok. En fait, c'est le sociologue de l'émission Marié au premier regard. Et du coup, il a plein de sujets, pas que l'Uber. Ah ok, Marié au premier regard, d'accord. Ah, oui, très grande émission, d'accord. Très bien. Bien. Eh bien, écoute, alors à l'ILOH, pourquoi il ne essaie pas de reprendre simplement les anciens territoires de l'URSS ? En fait, si, c'est-à-dire que la sphère d'influence de la Russie, ça reste les anciennes républiques soviétiques fédérées, en fait. Hein. Pays baltes, ils aimeraient bien. La Biélorussie, ça c'est encore le cas. L'est de l'Ukraine, l'Ukraine aussi. Les pays au sud du Caucase, hein, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Et aussi tous les pays en stand dans l'Asie mineure. Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Mais ça intéresse moins ceux à l'est, parce qu'en fait évidemment c'est mieux d'aller un peu plus à l'ouest pour faire peur en fait justement à l'OTAN, et que des pays qui touchent les frontières de la Russie n'adhèrent pas à l'OTAN. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs la Géorgie avait été envahie en 2008, et c'est le rapprochement de l'Ukraine avec l'Europe qui avait provoqué
la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine et aussi l'annexion de la Crimée. Pour résumer à grands traits, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Voilà, bon, c'était ce que je voulais dire sur Asselineau, quoi. Ça m'embête un peu. Voilà, vous comprendrez que voilà, ça m'énerve un peu quand quelqu'un, là c'est qu'un exemple, hein, mais tiens, ce genre de propos sur l'Europe veut la guerre. Bon, enfin, c'est pas l'Europe qui a fait la guerre dans les Balkans, hein, c'est pas l'Europe qui a fait la guerre à l'est de l'Ukraine, c'est pas l'Europe qui fait la guerre ailleurs, quoi. Enfin, on pourrait dire, évidemment, on pourrait parler de la Libye aussi, où effectivement la France et l'Angleterre sont allés bombarder les troupes zut, voilà, son nom m'échappe, de machin. De... C'était pas bidule. C'est dur. Merde, aujourd'hui c'est dur. Hein. Bon, bref, enfin, de Kadhafi. Mais bon, c'est pas l'Europe, c'est 2 pays. Qui sont les seuls d'ailleurs à avoir une force de projection. Hein. On pourra en parler. Je voulais parler j'essaierai de parler de l'armée européenne justement tout à l'heure dans Et l'Europe bordel. Vous avez vu comment j'annonce ça avec tact. Et à propos, hein, n'est-ce pas, tu parles encore de l'UPR, tu auras encore des com méchants sur YouTube. Oui, le Réatrelou, mais moi je m'en nourris des com méchants. Je bois les larmes de militants qui sont vexés. D'ailleurs, tiens, je vais boire un coup. Et le sel. Il n'y aura pas autant de commentaires parce que ce ne sera pas le titre de la vidéo. Donc, Oui, puis c'est juste 20 minutes au début comme ça là pour s'échauffer. Alors, Cani 1974, tu es dans les... Attends, 1974, c'est Martinique ou Guadeloupe? Stéphane Edouard ne fait partie de l'UPR, sinon il est aussi en procès contre lui pour diffamation suite à un de leurs articles. On lui avait accordé des propos misogynes qu'il n'a jamais tenus. D'accord. Ok. Bah écoute, ouais, ça doit être l'article dont tu as parlé justement Fanny Dufos. Ah, 1914, c'est la Réunion, merci à Zurich. Ok, je suis pas au fait des codes postaux des départements d'outre-mer, j'espère que vous m'en voudrez pas. Moi aussi. Comme ils connaissent tous commencent tous par 9, je me fais toujours avoir. J'oublie. Alors, je vous ai déjà fait le sommaire. Cani 1914, un Réunionnais de la Seine-et-Marne. Ah ouais, c'est vachement moins sympa la Seine-et-Marne. C'est un Seine-et-Marnais qui en parle. Hein. Mais il y a plus de betteraves en Seine-et-Marne. Il y en a pas Il n'y a pas de betteraves à la Réunion. Alors, oui, donc, le sommaire, un petit rappel. D'abord, l'histoire des désirs d'avenir. Après, je parlerai du budget participatif et on pourra même discuter un peu plus longuement de tout ce qu'on appelle la démocratie participative, puisque ça avait été évoqué la semaine dernière et que je ne sais plus qui, je devrais noter qui me fait la demande, comme ça je pourrais remercier. Désolé, une bonne pratique à adopter. Quelqu'un voulait que j'en parle un peu plus longuement. Donc, on va commencer par désir d'avenir. Salut, mais tu serais pas dans un salut internet. Azilex, j'ai pas compris. Salut Internet, c'est les intros des vidéos de Doc7, mais... Oh, Doc7, ok, ouais, non, d'accord. Bon, écoute. Azilex, t'as dû voir la chaîne sur Mister J-Day. D'accord. A priori. Ok. Ou je sais plus, j'ai déjà vu ta chaîne YouTube. Ok, alors c'est pas la mienne. Hein. Ah, la mienne, moi, parce que j'en ai une, mais que j'ai laissé tomber un peu là, donc... je sais pas si c'est de la mienne dont tu parles. Yes, c'est ça. Ok. Ah écoute, bienvenue. Hein, c'est bien Mister J-Day. Mister J-Day, d'accord. Bon. Alors, attention, je vais chanter. Je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, je vais massacrer, j'arrêterai de massacrer le grand Charles maintenant, puisque donc je vais vous parler de désir d'avenir. Accrochez-vous, prenez votre machine à remonter le temps, qui s'appelle archive.org sur internet, parce que là, quand on fait de la recherche sur cette période-là, je parle de 2006, hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est presque de l'archéologie. Hein. Donc, alors, désir d'avenir, qu'est-ce que c'était? Ça me permet de faire le lien avec la démocratie participative plus tard, mais ça me paraît intéressant d'en parler. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, j'en avais parlé la semaine dernière et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant d'en parler comme d'un truc qui avait commencé comme ça. C'est dans une autre époque en fait. Hein. Il y avait Internet, mais c'était quand même différent. À l'élevage du temps du RPR. Non, c'était pas encore c'était plus le RPR déjà, parce que en fait le RPR a disparu en 2002 quand ils ont ou même en 2001 quand ils ont créé l'Union pour la majorité présidentielle, qui était censé dépasser le RPR et englober aussi les centristes de l'UDF. Et c'est là que tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais c'est là que Bayrou a fondé le modem Vénère.
Le modem, c'est en 2007. J'ai pas écouté ce que tu as dit avant. D'accord, non, c'est pas grave. Je suis désolé, je suis à moitié endormi là. Oui, ok, je t'en voudrais pas. Ah, Donc non, c'est déjà l'UMP en 2006 en fait, hein, puisque Nicolas Sarkozy était élu avec la machine de l'UMP, qui avait été à la base créée pour Juppé. Bah ouais, pas de chance, c'est pas comme ça que c'est passé. RPR, UMP, l'AREM. Non, c'est RPR, UMP, LR. LREM, c'est encore une autre généalogie. Je crois que c'est un troll. Je pense que c'est fait exprès, mais moi je réponds au premier degré. Très bien. Voilà. Ok. On continue en ASMR. Modem, c'est vénère. Alors oui, dans être relou, j'assume cette expression car quand Bayrou a lancé le modem indépendant, et il était, c'était combatif quoi. Il y avait même une expression extrême centre, c'est dire s'ils en voulaient. Et il y avait eu d'ailleurs un sketch très drôle des Guignols à l'époque où Bayrou faisait des trucs vénères mais en centré, c'est-à-dire qu'il écrasait un verre mais c'était un gobelet en plastique. Et il taguait à la craie, enfin, que des trucs de fou furieux quoi. C'était assez drôle. Mais tout ça pour dire que oui, il avait des velléités vraiment d'être indépendant et ça a failli marcher par ailleurs, hein, parce que 2007 aurait pu être très très différent s'il avait battu Ségolène Royal. Et justement, Ségolène Royal. N'en parle pas. Ah, son petit cœur va saigner. Le petit cœur de Sylvain va saigner. Alors, donc oui, pourquoi? Alors, Ségolène Royal, justement, puisque les médias et Ségolène Royal laissent planer l'idée d'un retour, pas seulement de François Hollande, mais aussi de Ségolène Royal, d'abord en tête de liste du Parti Socialiste pour les élections européennes de l'année prochaine, mais aussi peut-être à la présidentielle de 2020. Même si, honnêtement, j'y crois moyen, tête de liste, pourquoi pas. Un vrai retour pour être à la présidentielle, franchement, je pense pas quoi. Mais bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Désir d'avenir? Et donc c'est intimement lié bien sûr à Ségolène Royal. Alors c'était quoi? Un peu d'histoire. Avant Désir d'avenir, on va revenir en 2004. 2004, il y a des élections régionales et c'est une catastrophe pour la droite qui est au pouvoir à l'époque, hein. La gauche remporte quasiment toutes les régions. Les régions métropolitaines, alors je ne me rappelle plus pour les... Mais c'est un peu différent en Outre-mer parce que c'est pas toujours les mêmes partis. Par exemple, c'était le PCR, je crois, qui avait gagné à La Réunion, donc il n'y a pas d'équivalent, quoi. Donc, il remporte quasiment toutes les régions métropolitaines, sauf l'Alsace, quoi. D'ailleurs, c'était la meilleure une de 20 minutes à l'époque, hein. Ils avaient dit il reste une région en haut à droite. Ils avaient publié une carte de France toute rose avec un petit coin bleu pour l'Alsace, hein. Et à l'époque, une des plus retentissantes des victoires était celle de Ségolène Royal face à Raffarin qu'elle avait délogé du Poitou-Charentes en fait. Et donc, eh bien, en fait, comme quelques mois auparavant, Zapatero avait gagné par surprise, donc Zapatero, le candidat socialiste espagnol qui avait gagné par surprise en Espagne quelques mois plus tôt, eh bien, on l'avait surnommé la Zapatera. Wouh, super. Donc, à ce moment-là, Ségolène Royal commence à devenir populaire, visible et à se refaire un nom. Je dis refaire parce qu'elle avait quand même déjà été ministre au début des années 90. Hein, quand même. Bon, certains s'en rappellent peut-être car elle avait généré des polémiques sur les mangas et les animés. Et plein de gens de notre génération, je dis notre, c'est-à-dire les trentenaires, s'en rappellent parce qu'elle aurait provoqué la fin du Club Dorothée. C'est pas vrai, mais bon, peu importe. Elle avait quand même provoqué une polémique sur la violence des dessins animés à la télé. Dragon Ball Z, cette violence. Dragon Ball, c'est trop violent. Après, ouais, quand même. Hein. Enfin, c'est des gens qui se battent, quoi. Oui, non, mais le monde est violent, mon cher. Ah oui, le monde est violent, d'accord. Oui, oui. Mais excusez-moi, mon petit, le monde est violent. Hein. C'était. Oula, ça débarque en. Alors, tout. Oui, ok. Merci Loustic de rappeler, effectivement, en 2004 et en 2010, la gauche remporte la quasi-totalité des régions métropolitaines. La victoire était moins nette en 2010, mais elle était quand même belle. Parce que, attends, il n'y avait pas une région perdue? Non, je sais plus. Je sais plus pourquoi c'était moins bien en 2010 pour la gauche. Peut-être parce que c'était plus juste, un truc comme ça. Salut à toi Mazou. Bonjour à la régie préférée. Bonjour le chat également. Installe-toi. Et donc, alors, à ce moment-là, Ségolène Royal, elle commence à travailler à sa candidature à la présidentielle, mais donc évidemment au sein du Parti Socialiste auquel elle appartient depuis le début de sa vie politique. Hein. Et là, elle a une idée de génie. Elle crée un mouvement pour dépasser le PS sur les côtés, en fait. Et parallèlement, 2006, il me semble, le PS lance l'adhésion à 20 €.
C'est-à-dire qu'ils se décident quand même d'arrêter, de verrouiller l'adhésion au parti et de permettre deux choses. L'adhésion en ligne, le truc de fou. On était en 2006 quand même. Hein. Le truc de fou, donc adhérer en ligne avec un numéro de carte et le fait de pouvoir adhérer à 20 € pour sa première année, c'est-à-dire 20 balles, et on ne te demande pas tes revenus, quel que soit ce que tu gagnes, t'es étudiant, t'es travailleur, c'est 20 €, tu dépenses pas plus, t'es adhérent et tu as le droit de vote, etc., etc. Bien sûr, dans le but d'avoir plus de gens aussi pour participer à leur primaire fermée, hein, parce qu'il fallait être adhérent, pour désigner le candidat. Ou la candidate, justement. Et alors, eh bien, toutes ces deux choses vont se nourrir, en fait. À Zurich, c'était combien avant? Je ne sais pas. C'est vaguement libre, mais surtout, en fait, la révolution, c'était que tu pouvais adhérer en ligne sans passer par ta section. Car, en fait, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, pour adhérer au Parti socialiste, en tout cas historiquement, tu dois rencontrer le secrétaire de la section de chez toi, ou de là où tu travailles. Après, hein, ça peut être différent. En tout cas, le mieux, c'est chez toi quand même. Et en fait, à ce moment-là, tu es validé ou non. Oui, oui, oui. Et en fait, des sections sont toujours d'ailleurs hein, extrêmement verrouillées, où des gens en fait attendaient de rencontrer leur secrétaire de section pendant des mois, voire des années, sans pouvoir adhérer, tout simplement parce que, eh bien, l'équilibre de la section aurait été mis en péril par une ou quelques adhésions. Et il valait mieux être sûr de ce qui se passe à une trentaine, vingtaine, cinquantaine, peu importe hein, du chiffre, que accueillir des nouveaux dont on ne sait pas ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils voteront bien pour le bon courant. Tout ça, c'est pas simple après, pour faire les calculs dans les congrès. On n'est pas sûr qu'ils votent pour les bonnes personnes. Donc bon, et en fait, cette façon d'ouvrir les portes et les fenêtres grâce à l'adhésion en ligne et aux 20 € a beaucoup gonflé les chiffres d'adhésion du Parti socialiste. Et voilà, mais ça c'était le parti. Mais en parallèle, Ségolène Royal montait son mouvement de gens qui n'étaient pas forcément adhérents au PS, même s'il y en avait beaucoup qui étaient à la fois au PS et à Désir d'Avenir, qui était vraiment un club autour de Ségolène Royal. Et alors elle, c'est une première en France. Hein. J'avais dit que la semaine dernière justement que l'UPR était l'enfant des réseaux sociaux et de YouTube. Désir d'Avenir à l'époque, c'est l'enfant des forums en ligne. Oui, vous savez, les forums en ligne. C'était un vieux truc, hein, Internet d'avant. Donc il y avait des groupes de travail, il y avait un forum. Vas-y, tu peux lancer les trucs là. Oui, donc là, vous voyez, donc je suis allé sur Archive.org, j'ai récupéré une copie d'écran du site en 2006, et vous voyez que là, vous avez une colonne là, et ce sont des forums pour débattre. Il y avait de tous les sujets en fait qui étaient proposés, et vous pouviez créer vos sujets, répondre, et c'est des centaines, voire des milliers de commentaires sur chacun des sujets. Et ça a permis de nourrir le programme de Ségolène Royal à la primaire semi-ouverte, disons, du Parti socialiste. Et ça a permis de se dégager du parti. C'est-à-dire qu'elle avait senti que le Parti socialiste seul ne pouvait pas gagner l'élection et qu'il fallait donc créer quelque chose qui dépasse le parti. Donc l'association a été créée début 2006 en fait. Et elle a lancé tout de suite non seulement les débats en ligne, hein, ce qui était extrêmement novateur à l'époque. Hein, rendez-vous compte, vous alliez faire des débats sur Internet, quoi, et pas parler de trucs rigolos et pas intéressants. Non, des vraies choses sérieuses. La sécurité, l'immigration, l'écologie, la voiture, l'énergie. Enfin, vous irez regarder, il y a de tout. Hein. J'avais mis deux sujets en gros plan, là, si tu peux passer l'image suivante, normalement. Oui, merci, voilà. Donc, vous voyez, chapitre 2, les désordres de l'emploi et du travail. C'est un gros sujet, quand même. Et aussi, poser un diagnostic sur le désordre démocratique. Voilà, des choses dont on parle encore aujourd'hui, par ailleurs, et qui, à l'époque, déjà, avaient été diagnostiquées. Alors, justement, ou non, ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, Ségolène Royal et aussi évidemment ses équipes, senti 2-3 bricoles qui d'ailleurs sont toujours d'actualité aujourd'hui. Hein. Donc ils ont lancé Désir d'Avenir des débats participatifs en ligne et aussi en IRL, quoi, hein, en vrai. Et donc, bon, c'est ça permettait de dépasser ce verrouillage du parti politique. Si vous étiez là la semaine dernière, quand Jean est venu nous expliquer, nous raconter son expérience du MJS et du PS, où en fait les réunions ne servaient finalement qu'à prendre l'apéro, quoi, et à discuter de la tambouille interne au parti, et parfois c'est un sujet mais sans vraiment proposer quoi que ce soit, ou alors s'il y a des ateliers on sait que ça va pas servir à grand chose, et bien là en fait après ces comptes rendus d'ateliers ont nourri un cahier qui a permis de faire le programme de Désir d'Avenir en fait.
Je regarde mes notes et alors bon, c'est évidemment, est-ce que le compte rendu était fidèle à ce qui s'est dit? Ça, c'est peut-être sujet à débat. Il faudrait vraiment regarder attentivement les minutes des débats. Mais bon, les militants, en tout cas ceux que l'on pouvait croiser, étaient très très heureux, très contents et vraiment se sentaient reconnus et respectés dans leur travail. Et c'est pas négligeable, hein, parce que c'était quand même plusieurs milliers de personnes surmotivées. Je parle du dévouement des militants UPR d'aujourd'hui, mais c'est rien comparé au dévouement des militants des années à venir de l'époque. Enfin, si vous êtes assez âgé pour avoir pu côtoyer des militants des années à venir en 2006, je parle pas des militants après pour la campagne présidentielle, mais bien au moment de la primaire, c'était du délire. C'était Ségolène, parce que bien sûr on l'appelle par son prénom. C'était des ségolénistes. Et pas des royalistes, parce que c'était trop compliqué de dire royaliste. C'est la violence de famille, on l'aurait pas mis, on aurait peut-être dit exemple de famille, mais bon, là, c'est un peu difficile. Et voilà quoi. Donc c'était assez neuf à l'époque. Et elle a eu par exemple alors plein d'idées d'exposition, je l'ai déjà dit, mais il y en a qui sont restés après et qui ont été des marqueurs de sa campagne. Il y a eu par exemple les jurys citoyens, qui étaient des jurys qui étaient censés après juger ou non de la pertinence des financements publics. Et ce qui devait être jugé par des jurys citoyens, on avait dit que c'était démagogique. Et il y avait aussi le SASPIC de la petite enfance, là aussi démagogique, voilà, qui avait souvent été moqués et qui sont restés comme des marqueurs de la campagne. Voilà, alors ça a permis à Ségolène Royal d'écraser en fait Fabius et DSK dans la primaire semi-ouverte et est devenue la candidate socialiste. Donc le tremplin des années à venir avait marché. À Zurich, dire le prénom, ça fait plus de gauche. Non, en fait, ça fait plus. Ça, c'est une femme. Tu remarqueras, mon cher à Zurich, que on dit souvent que les prénoms pour les femmes et les arabes. C'est-à-dire que souvent on dit Fabius, Strauss-Kahn ou DSK. Et puis par contre, quand c'est des prénoms, des noms un peu plus étrangers ou que sont des femmes, eh bien on va dire Martine, Ségolène, Marine, exactement au fuin, Cécile, etc. Alors au Zurich, on dit Aubry et pas Martine. Eh ben ça dépend vraiment. Il y a des exceptions après Nadine Morano, effectivement, dont on regarde, on dit plus Morano que Nadine, mais ça dépend des périodes. Et ça dépend des milieux aussi. Il est possible et Rachida. Voilà, Rachida, c'est le cumul arabe et femme. En plus. Bam. On dit Rachida forcément parce qu'il est bien connu qu'il n'y a qu'une seule Rachida qui fait de la politique. Évidemment. Peut-être d'ailleurs, en fait, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Hormis Marine, pour éviter la confusion avec le père, je vois pas. Et bien si, Psy 99, par exemple du Flo, on disait plus Cécile que du Flo. Mais après, c'est dans le discours militant, tout ça. Donc voilà, c'est quand même. On a plus tendance à appeler les femmes par leur prénom que les hommes. Et comme dit au fuin, c'était Ségo contre Sarko. Voilà, parce que évidemment c'était les diminutifs. Mais vous remarquerez quand même, dans la masse, il y a évidemment des exceptions, mais dans la masse, les femmes sont plus souvent résumées à leur prénom que les hommes. Il y a des exceptions, je suis d'accord, mais quand même, c'est plus courant. Alors j'ai retrouvé, parce que j'ai fait un peu... Najat Vallaud-Belkacem. C'est Najat. C'est Najat. On sait aussi parce que c'est plus court. Mais... Ouais, enfin... Genre DSK, on a fait DSK. Enfin, oui, on peut pas dire oui, Michel Alliot-Marie, on a fait même. Oui, même. C'est vrai. Ouais. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était NKM. Oh, Dieu merci, oui, parce que en plus ça l'écrit. Kosciusko, il est dur quand même. Je ferai attention, Psy 99, mais au PC, on appelle tout le monde par son prénom, même au siège du parti. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, je suis d'accord. Voilà, après, dans les milieux militants, on appelle les gens beaucoup par leur prénom. Oui. Ce qui parfois est embêtant parce que quand il y en a plusieurs du même prénom, c'est plus de qui tu parles, quoi. Et ça donne l'impression que tout le monde est une bande de copains. Enfin, des François, par exemple. Des fois, ça m'embête beaucoup, en fait. François, même Cécile. Puis quand tu as des gens qui s'appellent comme ça dans ton milieu personnel et dans ton milieu militant, toi, des fois, tu sais plus de qui on parle. Ça me va. Un gros Roland paternaliste, cette sorte de prénom. Exactement, complètement. Je suis tout à fait d'accord. J'ai constaté la même chose à mon boulot dans les comptes rendus de réunion sur l'utilisation des prénoms pour les femmes et les pour les hommes. Bah oui, Mazou. Ah bah alors même au boulot. Bah voilà, super. Moi, ma politique, c'est que les noms. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Et en plus, ça permet parfois de dégenrer et on ne sait plus de quel sexe sont les gens. Bon, Sommier, il faudrait avancer cette histoire, s'il te plaît. On avance, mais j'ai pas d'invité, j'ai tout mon temps. Toi, tu veux finir en avance, toi. Et alors, donc, je vais vous donner les mots quand même d'un sociologue, et là, sûrement un vrai, parce que quand même, attention, il s'appelle Patrice Flichy, ça fait vachement sérieux, Patrice Flichy, je trouve, sur le succès ou non de Désir d'avenir, parce que bon, ça lui a servi pour
pour la primaire, mais par contre, ça lui a desservi pour la. Enfin, ça lui n'a pas assez servi pour la vraie campagne. Moi, mon hypothèse, hein, bon, c'est pas que la mienne, hein, mais c'est qu'à partir du moment où elle était trop rattrapée par le PS, et ben en fait, elle a perdu parce qu'elle a fait des concessions au parti, elle a parlé le langage du PS, mais c'était pas ça que voulaient entendre les gens. Et résultat, eh ben, ça fait un mix qui tenait pas trop en fait. Hein. Donc, pour revenir au mot de Patrice Flichy, hein, dans une publication qui s'appelle Internet et le débat démocratique en 2008, s'il vous plaît, donc ça fait 10 ans quand même. Ouvrez les guillemets, cette nouvelle forme de participation électronique a été au cœur du site de Ségolène Royal, Désir d'avenir. Il s'agissait là aussi de faire appel à des expertises ou des témoignages spécifiques venant de la base au-delà du parti. Donc c'est l'expertise citoyenne. Ben, c'est quelque chose qui est monté de très loin, puisque à partir du moment où il y a eu Internet, en fait on s'est dit, mais les gens qui font, ils savent mieux que les experts de Paris, ou en tout cas du siège, de la tour, de la défense, peu importe. Les autres, quoi, ceux qui sont loin du terrain. Hein. Donc finalement, c'est l'aboutissement des d'avenir, c'est une forme, un des premiers aboutissements politiques de cette recherche de l'expertise du terrain. Hein. Je reprends les mots de Patrice Flichy, le résultat est mitigé. D'un côté, le lectorat fut faible. 125 000 visiteurs uniques par mois pour le site Désir d'avenir, soit 10% du lectorat du site de Libération. Bon, okay. De l'autre, la production militante fut considérable. En octobre 2006, donc au moment, à la fin au moment où il y a eu la primaire socialiste, hein, il y avait 45 000 messages qui avaient été écrits sur le site internet. Voilà, 45 000, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Et puis, quand on se dit 45 000, c'est pas 45 000 tweets, hein, ce sont des vrais messages. Vous irez faire un tour sur archive.org et vous verrez hein, que, eh bien, c'est des gros messages, quoi. C'est pas juste une idée balancée en 120 signes, quoi. Voilà. Et ça, c'était bien le site officiel. Mais en plus du site officiel, il y avait peut-être pas. Hein, il y avait pas Facebook, il y avait pas Twitter, mais il y avait déjà la Ségosphère. Et ça, c'était des centaines de blogs militants. C'était Désir d'avenir 76, c'était DA 13e arrondissement, c'était Ségolène Royal, Seine-et-Marne Nord. C'était des centaines de groupes plus ou moins locaux comme ça qui faisaient leurs blogs militants auto-organisés sur des plateformes aussi disparues que Typepad ou 26.fr. Et là, j'ai perdu Sylvain là. Un petit peu. J'ai perdu Sylvain. Skyblog. Non, je crois pas qu'ils aient fait sur Skyblog quand même. Et là, Fanny Dufos me dit que je fais peur et j'aimerais bien savoir pourquoi je fais peur, parce que je me rappelle de tout ça. Ouais, sans doute. Et donc à l'époque, le seul réseau social, c'était pas Copain d'avant. Justement, c'était pas Facebook, c'était soit Copain d'avant, MySpace. soit. Alors il n'y avait pas trop de politique sur MySpace, en tout cas pas en France. On avait le choix. Alors c'était soit Copain d'avant, soit LinkedIn. Mais en fait, non. La vraie plateforme de réseau social en France, la seule vraiment qui était active à l'époque, c'était Dailymotion. Ouais. Et à l'époque, le lecteur était vachement mieux sur Dailymotion que sur YouTube. C'était plus propre, plus fin. Ne me jugez pas, c'est vrai. YouTube, ça existait déjà ou pas? Oui. 2005 YouTube. 2005 YouTube. Ouais, il était dégueulasse à l'époque d'ailleurs. Ah oui, il y avait aussi Racla Matan, tu me rappelles ça, parce que tu parles de World of Warcraft, mais surtout, il y a eu des tentatives de militantisme sur... zut, le nom m'échappe. Zut. J'allais dire Second Life. Merci, Second Life, exactement. Voilà. Second Life. Et si tu voulais être vraiment à la pointe de la campagne numérique, il fallait sur ton île sur Second Life, ce qui ne servait absolument à rien, hein, parce qu'il n'y avait quand même pas assez de monde, mais ça te faisait un reportage dans l'effet papillon ou dans une émission sur Canal+, quoi. C'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours ça, bien. Ou sur Dofus. Ah oui, tiens, pas mal. Et je sais pas si les tentatives de faire un mode pour Half-Life à l'époque, ça aurait peut-être été intéressant. Je sais pas. c'est vraiment l'archéologie numérique, quoi. Mais bon, en tout cas, c'était Dailymotion et la Ségosphère, qui est le nom que s'étaient donné en fait tous les militants en ligne. Et il y avait une grosse production. Hein. C'était quelque chose qui après était scruté à la loupe. Comment ils ont fait, là, c'est génial. Bon, ils avaient perdu, hein, mais bon, quand même, les gens regardaient parce que oulala, tous ces militants qui faisaient des choses de leur plein gré, c'était vraiment intéressant. Ceux qui produisent le plus sur Internet qui gagnent les élections. Exactement, non, mais tout à fait, oui, bien sûr. Aussi bien en 2007 qu'en 2017. Oui. Voilà, tu penses à un accord. C'était tout. Oui, je pense à des gens en particulier. Tu dis ça comme ça? Non, mais on est souvent dans la bulle nous qui sommes souvent sur Internet, on est souvent dans une bulle. Et même aujourd'hui, ce qui se passe dans la vie réelle est quand même autrement plus important
que ce qui se passe sur Internet est bien Tu différent. fais encore une dichotomie entre vie réelle et Internet, Oui, parce que l'Internet n'est qu'une partie de la vie réelle. malgré les gilets jaunes qui finalement vont avoir une répercussion dans la vraie vie, ou en tout cas, parce que c'est des vrais gens derrière. Tu vois, même s'ils font que râler sur Internet, c'est des vrais Oui, gens. alors moi j'ai vu sur BFM que, en fait, Est-ce que BFM c'est la vraie vie? Est-ce qu'on serait pas que dans des tas de bulles en fait interconnectées comme un diagramme de Venn, Probablement. tu vois, probablement. probablement. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu des idées d'avenir après? Et là, on va pouvoir dire que Alors, des idées d'avenir existent toujours, hein. C'est-à-dire que l'association a vivoté jusqu'à aujourd'hui et s'est transformée en des idées d'avenir pour la planète, qu'elle a Ségolène Royal a renommé récemment, pour en faire une association écolo. Alors, je sais pas ce qu'elle va en faire, hein, mais en tout cas, le site desideravenir.org pointe toujours vers un site qui s'appelle Désirs d'avenir et qui est à jour, quoi. Genre, vous tombez pas sur des ventes de véranda ou de sextoys parce que le nom de domaine aurait été récupéré par une obscure boîte hongkongaise. Non, non, c'est encore dans les mains de Ségolène Royal ou ses proches et l'association est encore active. Enfin, quand je dis active, c'est-à-dire le site est à jour et il y a un bureau élu récemment, quoi. Et mais donc alors en 2009, après le congrès de Reims dont j'ai déjà beaucoup parlé dans cette émission, qui était le pire congrès de l'histoire récente du PS, hein, celui qui a vu Mélenchon partir, non pas 2009, hein, 2008, excusez-moi, celui qui a vu Mélenchon partir. Donc par contre, après ce congrès, donc en 2009, l'association vivote, hein, Ségolène Royal crée un nouveau site qui provoque l'hilarité en fait de tout le web, et en fait j'ai pas mis de copie d'écran, j'ai oublié. Terrible. Terrible. Tu confirmes l'image ensuite, L'image ensuite, c'est ça? Oui, c'est ça. ok, dommage. Mais vous allez rechercher, pour rigoler, les images du site des États d'avenir de 2009 en fait, et vous verrez, ça avait été une tentative de faire un nouveau site pour relancer l'association, et en fait dépasser, c'était un fiasco. Royal avait dénoncé le lobby de l'internet carré, hein, c'était en fait la mode du flat design à l'époque, hein, faire des sites tout plats, des angles droits et tout. Voilà, et en fait, de toute façon après, ça n'avait plus de pertinence et tout le monde était passé à autre chose. Voilà, donc ça c'est la fin des avenirs politiques en fait. C'est une association qui a vécu de 2006 à 2008-2009. Et merci Fanny pour le lien qui explique un peu ce qui s'est passé avec le site de Désirs d'avenir. Donc l'association qui en fait est mort de sa mort clinique, disons, en 2008-2009. Et qui aujourd'hui renaît en s'appelant Désirs d'avenir d'écologie. Qu'est-ce que tu vas nous chercher là? Tu prends la main, non? Ah voilà. Oh merci. Voilà, ça c'était le. Ah. Oui, je te remettais ta ticket. Merci. Ça c'était le Et je vous jure, c'est pas une parodie en fait. C'est pas une parodie, c'est le vrai site en fait avec une vidéo en autoplay. C'est-à-dire que vous arriviez sur la page d'accueil de ce nouveau site Désirs d'avenir, la vidéo se lançait. Et après, vous aviez les rubriques sur les côtés, comme ça, et ça avait été parodié en 36-15 Désirs d'avenir, etc., etc. Alors tout est moche, hein, la photo en arrière-plan qui était trop lourde en plus, la typo, le mélange de typo, la vidéo avec les barres noires, enfin le lecteur mal intégré. Vous changiez de design en passant d'une rubrique à l'autre. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Ça répondait à aucun critère d'ergonomie ou d'esthétique, de design le plus élémentaire. Et c'est bien ce qu'elle avait moqué en fait pour dire qu'elle était pour un internet des vrais gens en fait. Hein. Enfin, j'exagère à peine. C'était quasiment ces mots. Hein. C'est un internet un peu bidouilleur, des gens qui font ça, des passionnés du HTML. Face à l'internet des professionnels et des agences de communication, tout simplement. Voilà. Merci pour avoir retrouvé cette copie d'écran et de l'avoir. C'est le chat qui est pro. Hein, c'est le chat, d'accord, merci. Faut rappeler ça que je trouve super dur parce qu'elle a évité le comics en MS. Mais quand même, c'est pas faux. Preuve que peut-être que cette femme, elle a quand même un minimum de goût. Il y a encore du potentiel pour faire pire. Il y avait du potentiel pour faire pire, ouais. Quoique la typo là, c'était. Dan ou Dan, Georges Tron a quitté, cela remet-il en cause le mouvement MeToo en France? Bah non, justement, moi je trouve que ça remet au contraire du charbon dans la machine, quoi. C'est la preuve que, d'une part, une accusation ne ruine pas la vie des hommes et qu'il y a encore du travail à faire pour que les accusations aillent jusqu'au bout, quoi. Bref. C'est Go, celle qui a supprimé le Club Dorothée, impossible de voter pour elle. Non, je pense que c'était plus compliqué. Hein. Le Club Dorothée, c'était une émission qui avait 15 ans déjà à l'époque. Hein, et donc, c'était sur une chaîne privée en plus, donc elle n'avait pas la main dessus.
C'était passé de Antenne 2, oui, Antenne 2 à l'époque, à TF1. C'était écrit Créa 2, puis Club Dorothée sur TF1. Et une chaîne privée, va pas. Non, je crois que c'est juste que l'équipe devait être à bout de souffle, devait en avoir marre aussi. Bon. Et puis ça s'est soufflé les émissions avec des vrais présentateurs. On passait aux émissions avec des marionnettes, avec de la 3D. Je me rappelle, il y avait DKTV, il y avait les minicums. Hein, bon, les plus âgés se rappelleront de quoi je parle. Et il y avait Giga sur Antenne 2, sur France 2. Voilà. Pam. Cette émission, ça va devenir Nostalgie Time. Ouais, faut que je fasse attention. Hein. C'est trop. Ça me relance sur l'UPR en plus. C'est normal que l'UPR n'a pas de wiki quand on cherche donc sur la page du gaz, comme si on dirigeait la page de l'UPR Nouvelle, tape FN ou pas. Ah oui, alors effectivement, j'ai remarqué ça en préparant l'émission la semaine dernière, c'est qu'en fait la page Wikipédia UPR en fait est un renvoi vers la section, la sous-partie UPR sur la page de François Asselineau. Et ça, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière, ça fait vrai. Et en fait, je pense, j'ai pas été regardé, mais je pense que ça doit être le résultat d'une guerre d'édition féroce entre Wikimedia, donc les gens de Wikipédia quoi, et Asselineau et le comment ça s'appelle et l'UPR en général, quoi, enfin, et les fans. Je pense que, mon avis, c'est que l'UPR aurait droit à sa page, hein, je veux dire, quand même, c'est un parti qui a fait un électoral, etc., donc il n'y a pas de raison. Il y a d'autres trucs beaucoup plus obscurs qui ont leur page sur Wikipédia, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils soient réduits à une section en fait de la page Asselineau. Enfin, voilà. Mais quand je disais que effectivement Asselineau c'était à la fois l'UPR et l'UPR Asselineau, enfin l'un comme l'autre est une prolongation de l'autre, un prolongement de l'autre. Ça se sent également dans la page Wikipédia, puisqu'effectivement elles sont en fait c'est la même page. Et moi je comprenais pas pourquoi j'étais sur cette sous-section alors que j'avais bien demandé, j'avais bien tapé UPR dans l'URL et tout ça, et bien je tombais toujours là-dessus. Et en fait, c'est une redirection, effectivement. Donc, tout simplement, voilà, c'est normal. Et je pense que c'est Wikimedia qui a dû faire ce choix après des années de guerre d'édition. Je pense que la page sur la Shoah est moins problématique que ça. Enfin, on n'est pas loin du point Godwin. Exactement, mais bon, bienvenue. Installez-vous. Il est 15h30. Il est 15h30, je vais entamer ma dernière partie de l'émission, sans invité. À Lillage, donc, quand il mourra, le parti se disloquera. Bah, écoute, je ne souhaite pas à Asselineau, qui a une centaine d'années seulement, de mourir, hein, quand même. Il a encore la vie devant lui, hein, en plus il est grand-père, qu'il en profite. Mais le jour où il arrête la politique, il se peut que la France s'effondre. Déjà, oui, exactement. Mais que le parti se disloque et qu'il parte, quoi. Enfin, c'est possible. Enfin, que le parti disparaisse, ou en tout cas j'allais dire se groupusculise, c'est déjà un groupuscule, hein, techniquement parlant, mais en tout cas retombe dans des limbes politiques, quoi. Comme tous les partis qui tiennent sur une seule figure. Hein. Voilà, c'est exactement le danger qui guette aussi la France insoumise, hein, une autre échelle, hein, et le mouvement En Marche d'ailleurs aussi. Hein. Sans Macron, En Marche, c'est rien. Hein, sans Mélenchon, la France insoumise, c'est rien non plus. Donc après, voilà. Métala, je viens d'arriver, du coup, pourquoi il n'y a pas d'invité? Eh bien, simplement parce qu'en fait, l'invité a un empêchement. Voilà, simplement. Comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines, depuis 2 semaines. Ça va être un gimmick maintenant. Mais la semaine prochaine, il y a une invitée, et l'invité qui a été retenu aujourd'hui sera là dans 2 semaines. Et donc, c'est très bien. Et si c'est bien cette personne qui vient, je serai très content parce que c'est un invité de qualité dans son statut, hein, on verra après, hein, peut-être qu'il sera pas bon, hein, je sais pas, mais voilà, non, mais si tout va bien, la semaine prochaine j'ai une invitée et le modem et les jeunes avec Macron la semaine suivante. Et pour répéter ce que j'ai dit en début d'émission, eh bien je n'arrive pas à inviter des gens de Debout la France et des Républicains car on ne me répond pas. Voilà, c'est tout, c'est dit. Si vous connaissez des gens du Bureau national, des gens républicains, vous pouvez leur dire. Et si vous connaissez des jeunes militants responsables chez Debout la France, vous pouvez aussi leur dire. Merci, le message est passé. Je vais dire quelque chose de politique. Tu veux dire quelque chose de politique? Vas-y. C'est une émission qui est faite pour ça, hein, je vais boire un coup comme ça. M'écoutez pas, il y a des gens responsables à Debout la France? Pardon, j'arrête. Je suis fatigué, il faut que j'arrête de dire des choses comme ça. Oui, mais c'est bien, ça va de boire un coup. Oui, Vorapsac, je veux un jeune Debout la France, s'il vous plaît, je veux un jeune Debout la France. Est-ce que c'est parce que les têtes de ces partis ne veulent pas laisser la place à d'autres ou parce qu'il n'y a pas vraiment de candidat pour les remplacer? Eh bien, j'ai du ciel, en fait, il y a plusieurs explications. Et je n'en dirai aucune. Non, mais il y en a plusieurs, ça dépend du parti, en fait.
tu as, dans le cas de Asselineau, c'est clairement parce que je pense qu'il... c'est une construction personnelle, ce parti. Donc voilà, ça peut être que lui. Il est candidat, il est tête de liste, etc. Et seul porte-parole. Et après, les autres partis, Debout la France, c'est pareil. Hein, c'est une candidate, tu sais. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il vous prépare quelque chose là. Debout la France, c'est aussi une construction personnelle autour de Nicolas Dupont-Aignan. Et par contre, après, les mouvements des Insoumis et de Macron, c'est des constructions autour des personnes, mais c'est beaucoup plus gros. Donc, à la limite, ils sont plus facilement des gens autour. Hein. Il y a des porte-paroles, donc il y a des gens après de savoir s'ils seront jugés légitimes. C'est une autre question. Hein, ça, c'est toujours le problème après. Alors, la semaine dernière, on avait aussi parlé... je ne sais plus qui m'avait demandé, c'est quoi l'FG participatif ? Est-ce que tu peux en parler la semaine prochaine ? Oui, eh bien oui, j'en parle, car je ne tiens pas toutes mes promesses d'émission. Je me suis rappelé que je devais parler un jour de la fusion des 4 arrondissements centraux de Paris, mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire, donc tu m'excuseras Sylvain, je me suis rappelé de ça. En préparant l'émission justement, je me suis dit, ah oui, mais en fait, il n'y a rien à dire à part qu'ils vont fusionner, parce qu'on n'a pas encore le chiffre des conseillers qui vont être élus à Paris-Centre, qui est le nom en fait de ces 4 arrondissements centraux, 1, 2, 3, 4, qui vont être fusionnés en fait. Merci Alkanoïd pour ce résumé à Harris Live. La régie en PLS, oui voilà, Sylvain en fait a envie de dormir. Moi j'ai préparé mon émission à l'arrache, mais mine de rien je trouve que ça se passe pas trop mal. Et l'invité ne vient pas, mais ça c'était hélas prévu, mais je l'ai su hier, donc j'ai pas pu trop me retourner quoi. Mais c'est bien parce que ma partie sur l'histoire des jeunes avec Macron, elle va être bien préparée quoi. J'aurais eu 1 mois pour y réfléchir, ça c'est très bien. Alors, est-ce que vous connaissez l'UPR. Non, j'espérais que tu ne me couperais pas. Est-ce que vous connaissez le but... Ah, attention, hein. Est-ce que vous connaissez la démocratie participative ? Peut-être qu'il y en a à côté de chez vous, peut-être même que vous la pratiquez sans le savoir. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens. Tu peux balancer les images suivantes là. À la prise de décision politique. On parle également de démocratie délibérative pour mettre l'accent sur les différents processus permettant la participation du public à l'élaboration des décisions pendant la phase de délibération. Alors moi j'ai une première question qui me J'ai vient. pas fini. Vas-y. Justement. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que démocratie participative c'est un pléonasme ? Ah oui, eh bien je réponds que non parce qu'il y a plusieurs styles de démocratie. Puisque la démocratie... comme dirait Zolru. Tout à fait. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs styles de démocratie ? Il y a la démocratie comme ça. Non, alors il y a effectivement, c'est pour ça qu'on parle aussi de démocratie représentative, où tu élis des gens qui vont ensuite prendre des décisions. Et effectivement, la démocratie. Mais en fait, bon, alors. Oui, non, mais je comprends pourquoi, effectivement. Mais il a bien fallu trouver un terme pour qualifier ces pratiques de retourner voir les gens entre élections pour se dire que, bon, on n'allait pas non plus prendre des décisions sans consulter qui que ce soit entre 2 élections. Et je ne parle pas que de la présidentielle, bien sûr, là, je parle à un niveau plus local. Notamment les élections municipales. Hein, oui, mais si c'est pas participatif, est-ce que c'est vraiment une démocratie ? Je joue le jeu à fond. Ah oui, je comprends, bien sûr, j'ai bien vu, oui. Et c'est pas du tout ma réflexion personnelle. Oui, parce que la démocratie, ça se définit déjà par un état de droit aussi, et ça sans qu'il y ait forcément des consultations sur tous les dossiers. À partir du moment où tes droits sont respectés sur la liberté d'expression, on peut estimer que... Et d'organisation également, tu es dans une démocratie. Je veux dire, il n'y a pas de processus de démocratie participative en France en 48, mais c'était quand même déjà une démocratie assez solide. Et je parle bien de 48, parce que comme ça on a le droit de vote des femmes, parce que je veux dire, avant, il y avait que la moitié de la population qui pouvait voter, donc c'était déjà un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Parce que si tu résumes la démocratie au vote, effectivement, il y a des pays qui sont pas du tout démocratiques comme la Russie ou la Chine, où tu votes et où effectivement il n'y a pas d'état de droit, quoi. Tu vas avoir des problèmes, toi. Genre des gros problèmes. Parce que tu votes, mais bon, soit c'est avec. Soit il y a de la. Soit le vote est pipé, c'est parce que, de plusieurs manières. Soit il y a de la fraude électorale massive, ou alors simplement il n'y a pas de candidat d'opposition. Méthode soviétique, de toute façon, il n'y avait pas de candidat, donc tu pouvais pas voter autre chose. Ou effectivement, comme dit Ali Loache, l'Algérie, avec un Bouteflika qui va être candidat, et puis en face, on met 2-3 pantins du même parti qui disent qu'ils sont candidats, mais qu'ils adorent Bouteflika, et on empêche tous les autres de se présenter. C'est la méthode aussi en Biélorussie, ou en Syrie, hein, ou dans plein de semi-démocraties, dans des pays où bon, ça se passe pas super bien, quoi. Mais les gens votent, et parfois les scores sont pas non plus... en Russie, Poutine ne fait pas 99%, mais les candidats présentés face à lui sont des guignols, en fait.
Voilà, Harris Live en Chine, le vote n'est pas pipé, il y a un seul parti, tout simplement. Même à Hong Kong, c'est compliqué, quoi, parce que la Chine complexifie le fait de pouvoir se présenter. Et donc, le sens originel de la démocratie d'après Xan, on est obligé d'employer un pléonasme pour le requalifier. Mais je suis pas sûr, parce que c'est quoi l'origine de la démocratie? Est-ce que tu parles de la démocratie grecque, qui elle-même était déjà représentative quand même? Et pas parfaite, hein. Les femmes votaient pas, hein, voilà, quand même le rappeler, il y avait des esclaves. Ou est-ce que c'est la démocratie plus libérale, type les Lumières, à partir du XVIIIe siècle? Bon, enfin, voilà, c'est pas si simple. Hein. Est-ce que la démocratie est démocratique finalement? Est-ce que je vais retourner à ma sieste finalement? Est-ce que tu pourrais pas juste là nous laisser tranquille, s'il te plaît? Tu devrais te mettre un masque avec les yeux ouverts, on croirait que tu travailles comme ça, puis tu pourrais dormir en fait. Comment ça, Hong Kong, c'est en Chine, dit Harris Live? Bah non, c'est pas encore en Chine techniquement, mais bon, les Hongkongais te diraient que la Chine se fait de plus en plus pressante, hein, mais bon, bah 1 milliard et quelques d'habitants face à quelques millions, bon, c'est quand même difficile, quoi. Matsu, la différence entre république et démocratie. Eh bien, c'est simple, hein, la république, c'est simplement que c'est un système avec des personnes qui ne sont pas de droit divin, hein, et la démocratie, c'est un système où tu as tout un ensemble de critères qui vont du vote à l'état de droit, comme j'ai dit, et où simplement tu votes pour les gens qui te représentent. Mais ça peut être une monarchie. Hein, les monarchies constitutionnelles sont des démocraties, là où tu as des républiques autoritaires. La Syrie, c'est un mauvais exemple, la Syrie, parce qu'il y a eu un... Mais la Chine, voilà, la Chine est une république, mais n'est pas une démocratie. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni est une monarchie, mais c'est une démocratie. Ou le Danemark aussi, c'est une démocratie. Les Pays-Bas, c'est une démocratie, mais c'est une monarchie. Voilà, voilà. Voilà, c'est... Alors oui, tout ça pour dire, je finis, la démocratie participative, ou délibérative, hein, parce que bon, on va chipoter, elle peut prendre plusieurs formes, mais elle s'est d'abord instaurée sur le terrain de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ça, c'est l'histoire française. Hein. Avant de s'étendre dans les champs de l'environnement. Là aussi, histoire française. Dans ces cadres, les associations, hein, donc les corps intermédiaires, jouent un rôle central en tant qu'interlocuteur pour les autorités publiques. Et en France, il y a une charte de la participation du public qui a été publiée en 2016 qui liste les bonnes pratiques en matière de participation du public. Et c'est le formidable logo que vous avez derrière moi, n'est-ce pas, qui vous dit, là, il y a une charte qui est la charte de la démocratie participative et du dialogue environnemental pour améliorer l'efficacité et la citoyenneté des décisions ayant un impact sur le cadre de vie. Voilà. Bon, ça, c'était pour la partie hyper institutionnelle. Hein. Pourtant, Skulls nous dit que c'est la République démocratique de Chine. Oui, alors quand tu te sens obligé de préciser démocratique dans le nom de ton pays, c'est qu'il y a un tout petit problème. En général, les pays qui le précisent, c'est des pays où c'est pas très démocratique. Hein. Ça se vérifie. Assez souvent quand même. Il y a E.T. à la régie. Ah oui, on en a vraiment perdu Sylvain là. Hein. Là, c'est E.T. Camouflé dans le panier du vélo d'Eliott, quoi. J'espère que tu vas pas t'envoler. Hein. Bon. Désolé, j'ai bu et ça n'a pas pu. Il n'a pas eu de. Et alors, dans cette panoplie de la démocratie participative, vous avez la consultation, les promenades, les déambulations participatives. C'est-à-dire, vous allez dans un lieu et vous le parcourez pour avoir un retour citoyen, disons. Alors, non, il fait pas froid. Hein. Moi, je suis très à l'aise, hein, Mazou. Hein. Et donc, voilà, il y a dans les plus courants et dans les plus visibles surtout et plus connus des processus de démocratie participative, ce dont on a parlé la semaine dernière, le budget participatif. Donc c'est un des processus dans lesquels les citoyens peuvent affecter une partie du budget de la collectivité territoriale, bon, souvent la ville, à des projets d'investissement. Eh bien, d'investissement, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de... projet de budget participatif qui finance du fonctionnement. Parce que vous savez qu'un budget des collectivités territoriales en France se divise en deux, une partie investissement et une partie fonctionnement. Et en fait, dans le fonctionnement, vous avez par exemple tous les frais, alors les fluides bien sûr, donc électricité, eau, etc. Et également les frais salariaux, les frais salariaux, voilà. Donc les charges de personnel, les salaires, etc., etc. Et souvent, ça prend beaucoup. Hein, c'est grosso modo la moitié. Ça le dépasse souvent. Et donc, ça, effectivement, vous avez le budget de la ville ou de la collectivité en général, et c'est de 100, mettons, mais vous avez une 50 qui part
poum, d'un coup, pour payer les gens, simplement. Hein. C'est aussi bien les gens qui font le secrétariat que les agents d'accueil, les balayeurs s'il y en a, le garage pour les véhicules, etc. etc., etc. Enfin, les assistants sociales, etc. Ça peut faire du monde. Hein. C'est pour ça que donc, le budget participatif, en fait, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose, refaire quelque chose, investir l'argent quelque part. Donc cette pratique, elle est née hein, en 1989 quand même, hein, à Porto Alegre au Brésil. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, Porto Alegre, hein, c'était pas, l'expérience de Porto Alegre était autrement plus colossale, en tout cas à l'époque, que dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que il fallait pour certains quartiers apporter l'eau et l'électricité et goudronner les rues, quoi. Donc c'est quand même une autre échelle et d'autres besoins que les villes françaises aujourd'hui. Hein. Ça rend pas le projet moins intéressant, mais c'est quand même aussi un rapport à l'investissement assez différent. On est vraiment dans l'amélioration du cadre de vie, hein, des standards, pour approcher des standards après normaux, quoi, et pas simplement l'améliorer ou ajouter le rendre plus parfait, disons. Les points d'expérience françaises datent du début des années 2000, donc ça met du temps à arriver. Hein. Dans les années 90, il y a eu les forums sociaux mondiaux, hein, les gens sont allés à Porto Alegre et ont découvert cette expérience brésilienne et sont revenus avec dans les bagages. Ah, Porto Alegre, ils prennent une partie du budget et les gens décident ce qu'ils en font. Ah bah on va faire pareil en France, comment on peut faire? Voilà. Et donc aujourd'hui, il y en aurait entre 1269, selon les calculs, ou 2778, c'est super précis, hein, dans le monde. Et en France, donc, ça s'est surtout généralisé à partir des élections municipales de 2014. Oui, tout ça met du temps à s'installer, à traverser l'Atlantique et à s'acculturer, disons, aux pratiques françaises. Parce que oui, il y en a des pratiques et pas toujours simple de trouver le moyen de faire marcher une idée par rapport à la façon dont fonctionne la loi française, les administrations françaises, les élus français, etc. Voilà, pour parler, la régie, tu remarqueras que le chat se préoccupe de sa santé. J'essaierai de lui faire un grog ou un thé miel citron tout à l'heure, ou alors aller lui acheter plutôt un grog éventuellement. Aller lui acheter du Guronzan ou du Doliprane, pas de marque, du paracétamol, voilà, en 1000 grammes. Ah, il a une boîte, d'accord. Ça solutionne pas la fatigue, tout ça. Ça ne résout pas. Ça fait du bien, hein, mais bon. Alors pour Paris, par exemple, hein, qui est la plus grosse expérience, hein, en France, ça concerne à peu près 6 millions d'habitants. Paris, c'est 2 millions, donc voilà, c'est un tiers en fait des Français concernés par un budget participatif qui sont dans une seule ville ou un seul département. Bon, c'est beaucoup. C'est 5% du budget d'investissement de la ville en fait, et ça représente 1,5 milliard 500 millions d'euros entre 2014 et 2020. Donc c'est pas mal. Hein. Et il y a en fait à peu près 80 villes en France qui expérimentent ça. Alors j'en ai pris quelques-unes là pour vous dire. Hein. Il y a une diversité de taille. Hein. Il y a Montreuil dans Seine-Saint-Denis, Grenoble dans l'Isère, Montrouge dans le 92. Salut Montrouge. Metz, Arras, Bar-le-Duc. La ville aussi de Thilloy-les-Mauflaines, hein, 1450 habitants dans le Pas-de-Calais et qui fait un budget participatif. Enfin, rendez-vous compte, 1450 habitants. Voilà, vous pouvez mettre tous les habitants dans une salle de spectacle, dans un zénith, quoi, et vous pouvez faire le budget participatif. C'est pratique. C'est pratique. Ah, je vois que Dobaï connaît Thilloy, c'est à 5 km de chez lui. Eh bien, écoute, figure-toi qu'il y a là-bas, c'est apparemment, d'après le recensement du site lesbudgetsparticipatifs.fr, la plus petite ville, pour dire village même, hein, à participer, enfin à avoir un budget participatif et à dédier une partie de son budget de fonctionnement à un choix de ses habitants, tout simplement. Et il y a 3200 habitants. Voilà. Je peux savoir pourquoi tu n'as pas cité Dijon dans la liste? Eh bien, je n'avais pas Dijon dans les. J'ai pas pris la totalité des. J'avais pas cité les 90 et j'ai pas vu Dijon, je suis désolé. Tu nous dis que Dijon fait du budget participatif? Eh bien, c'est intéressant à savoir, merci. D'accord, merci. Et alors, bon. Je peux même donner les chiffres, hein, puisque bah vas-y, écoute. Ah. En fait, le budget participatif est géré par les commissions de quartier. Ah oui, les commissions de quartier. Un autre sujet qu'on pourra aborder à un autre moment. Oui. Et il y a 40 000 € par an par conseil de quartier dont le budget est dépensé par les conseils de quartier. Alors, ces conseils de quartier représentent combien d'habitants? Tu peux nous le dire? Il y a 30-40 personnes par conseil de quartier. Non, excuse-moi, d'habitants, j'avais tellement. Chaque quartier, c'est entre 20 et 40 000 personnes en général. Ah, je sais pas. Ça, je peux pas dire. D'accord. Tu peux avoir une idée, excuse-moi. Oui, non, mais je sais pas. Quand on connaît sa ville, normalement, on sait ce genre de choses. Hein.
Enfin bon, Écoute, moi, c'est pas les chiffres qui m'intéressent, ce sont les humains, bien, oui. d'abord. Mais derrière les chiffres, il y a des humains, monsieur. Oui, mais il y a des humains, et ensuite, il y a des chiffres. Oui, oui. Alors, après cette interruption dijonnaise qui me fait monter la moutardonnée, je vais pouvoir continuer ma présentation. Et donc en fait, il y en a pas dans toute la France. Il y en a en Nouvelle-Aquitaine, il y en a dans les Hauts-de-France, il y en a en Occitanie, dans le Grand Est. Je vous épargne les chiffres, puisqu'apparemment ici on n'aime pas les chiffres. Mais On leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres aussi. la plus forte concentration, c'est quand même en Île-de-France, qui a 30% des communes en fait. Elles sont ça va dans 29 budgets participatifs en Ile-de-France, dont 24 dans les territoires du Grand Paris. C'est-à-dire, en fait, Paris, Petite Couronne, vous prenez la A86 à peu près et vous avez le Grand Paris, si vous prenez une carte routière. Et ça fait quand même 3,37 millions d'habitants. C'est pas mal, on commence à avoir une échelle intéressante. Et même au niveau des couleurs politiques, c'est assez diversifié. C'est-à-dire que autant, c'est dans une ville de gauche, Porto Alegre, tout ça, l'altermondialisme, blablabla, qui est d'ailleurs une ville qui est repassée à droite ensuite, RIP la gauche de Porto Alegre. Mais effectivement, la première vague de budget participatif dans les années 2000 en France, c'était forcément des villes de gauche. Mais depuis 2014, même si la gauche reste majoritaire à 84% dans ses budgets participatifs, en baisse à 65% en 2017, mais ça représente aujourd'hui que 60% des budgets participatifs. En fait, ça a baissé au cours du mandat. C'est-à-dire que les villes de droite ont été élues en 2014, se sont dit tiens, faire un budget participatif, le temps de le mettre en place, ça peut être long, comme je l'ai dit, il faut en discuter avec l'administration, voir comment. Où on prend le budget, parce que bon, vous pouvez faire grossir le gâteau, quoi. Si, il suffit de faire monter les taux. Ou alors tu augmentes les impôts d'un coup, tu dis c'est pour le budget participatif. Écoutez, la TH, elle passe à beaucoup. TH, c'est taxe d'habitation. Ça n'existe plus en plus, justement. Voilà. Si, pour l'instant, encore un peu. Pour pas beaucoup. La gauche, voilà. Voilà, aujourd'hui, il y a donc un rééquilibrage avec 60% de gauche et 40% de droite. Voilà. Donc c'est assez drôle quand même. Oui, bon, c'est drôle. Excusez-moi. C'est drôle pour les gens de gauche. Voilà, c'est ça. Alors, donc oui, c'est ça, il y a des exécutifs, les Républicains et UDI, qui ont fait des budgets participatifs. Et leur taux de participation varie par contre, lui, beaucoup. La médiane nationale sur les villes qui participent, on va utiliser des termes statistiques, est de 4% de participation. Ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, quand même, c'est déjà pas mal. Le record étant à Paris, où cette année, en fait, il y a 200 000 personnes qui ont voté pour les budgets participatifs, et ça représente 10% de la population. Voilà, c'est le record, sauf pour les petites villes rurales, en fait, où c'est quand même plus facile de réunir 10%, ça fait moins de monde. Donc il y a quand même 200 000 personnes qui ont voté en ligne, et aussi dans des urnes qui sont dans des points stratégiques, les marchés, les gymnases le samedi après-midi, devant les centres commerciaux, etc. Et bien sûr dans les mairies d'arrondissement pour les budgets participatifs. Savoir qu'à Paris, c'est divisé en deux. Vous pouvez voter pour 4 projets pour Paris dans son entièreté, et aussi pour 4 projets dans votre arrondissement. Bien sûr, et bien la somme varie de quelques milliers d'euros pour parfois refaire simplement la peinture d'un carrefour, c'est-à-dire améliorer le passage piéton, remettre un potelet et le zébra pour que les véhicules fassent pas n'importe quoi, par exemple. Ça, c'est 5 000, 6 000 euros. Et à des projets de 3,5 millions, 4 millions, autrement plus conséquents, sur par exemple une piste cyclable de quelques kilomètres, ou refaire un gymnase, quoi. Voilà, c'est des choses plus ambitieuses, quoi. Voilà, ça pose là, c'est du vrai budget, quoi. Et ça plaît aux technos. Parce que pour faire un coup de peinture. Mais bon, l'avantage de ces petits budgets, c'est que souvent ils passent parce que ça va, passer plein de petits budgets de 5 000, c'est plus facile. Et alors, tout ça se développe parce que, figurez-vous que il y a ah oui, il y a l'exemple de San Antonio au Chili. Figurez-vous que dans cette ville, c'est un quart de la population qui participe au budget participatif. C'est pas mal, parce que oui, alors oui, j'ai voulu préciser, il y a 2 façons de faire un budget participatif. Vous pouvez, en tant que ville, sortir de votre chapeau. Attends, tu peux dégager. J'avais un schéma du budget participatif. Voilà.
Tadam, on comprend tout. Donc, vous voyez sur ce schéma, les élus mettent de l'argent dans le budget participatif. Ensuite, il y a des gens qui proposent des projets à la mairie, qui les met au vote, et ensuite, pouf, ça se fait. Alors, c'est un peu réducteur. Il y a plusieurs façons de faire. Vous avez des mairies qui sortent un panel de projets, et après, les gens votent. C'est ce que Paris a fait en 2014, en fait, en catastrophe. Ils avaient proposé une quinzaine de projets. Voilà, choisissez-en. On en prendra autant à concurrence de je ne sais plus combien de millions d'euros. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre en place la procédure de réception, de recensement des projets. Et donc il y a des communes, dont Paris, mais la plupart des communes également, qui en fait proposent aux gens de déposer leurs projets, qui sont ensuite analysés par les services. C'est-à-dire qu'ils les jargonisent, quoi. Ils en tirent quelque chose de compréhensible par l'administration et ils les budgétisent aussi, parce que c'est important ça aussi. Et ils voient aussi si c'est dans le pouvoir de la mairie, hein, parce que par exemple à Paris, désolé je parle beaucoup de Paris, mais c'est un dossier que je connais un peu. Il y a plein de gens qui ont des demandes qui ont trait à des choses qui sont du domaine de la RATP. Améliorer, je sais pas, l'ouverture des métros, moins de pubs dans le métro, accessibilité du métro, je sais pas moi, couvrir telle ou telle partie de voie, etc. Bah, mais ça, le problème, c'est que c'est la RATP ou l'IDF Mobilité qui s'en occupe, c'est pas la ville de Paris. Alors voilà, donc ça, il faut vérifier. Ou alors ils fusionnent des projets, plein de projets, des petits projets qui en fait sont sur le même territoire. Hop, on les fusionne, ça fait un gros machin à 1 million d'euros et pas plein de petits trucs. Et comme ça, c'est refaire le boulevard truc. Ça, c'est les services qui s'en occupent. Et après, c'est remis à la population qui peut les sélectionner, mais ce sont bien des projets proposés par les citoyens. Perceval, est-il possible de se voir proposer de voter pour un projet rédigé par l'opposition municipale? Ah bah, l'opposition municipale est tout à fait libre de proposer un projet objet participatif. Soit en son nom propre, hein, soit en passant par une association ou via un conseil de quartier. Il y a des conseils de quartier qui parfois sont dirigés par un membre d'un parti de l'opposition qui ont des propositions locales et qui passent après au conseil, qui passent le vote du budget participatif. Tout simplement, ça se fait. Donc après, est-ce que une mairie accepterait dans une ville un peu moins grosse que Paris par exemple qu'un projet de l'opposition soit objet participatif et que ça passe? Ça je sais pas, ça c'est politique et là je t'avoue, dans une ville de la taille de Grenoble ou de Rennes, l'opposition ferait un budget, mettrait un projet et après ça passerait aux habitants. Waouh, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas, ça dépend beaucoup, à mon avis, de l'état d'esprit, de la majorité, de l'ambiance au sein du conseil municipal. Tu vois, est-ce qu'il y a l'habitude de faire des projets un peu unanimes? Est-ce que l'opposition tape sur tout? Bon, ça dépend. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, donc je peux pas te dire, en fait. Je peux pas te dire, ça dépend. Est-ce que le maire est... Et comment il est, quoi. Et alors, pourquoi un tel développement? Et j'en finirai là-dessus. Nos amis de budgetparticipatif.fr, qui est un site qui est tenu par une seule personne, mais qui recense tout ce qui se fait sur le budget participatif en France, et qui est vachement intéressant, nous propose 3 réponses sur le développement de ces budgets participatifs. Premièrement, la crise de confiance dans la parole politique. Bah oui, parce que finalement, tout ce qui vient d'en haut, c'est mal, etc. Donc on va demander aux gens, proposer aux gens de faire des choses qui viennent du bas. Et comme ça, les gens proposent. On n'attend pas tout d'en haut. C'est aussi une société qui permet d'exprimer son pouvoir d'agir au quotidien, le pouvoir du porte-monnaie, ma consommation, etc. Je signe des pétitions, etc., etc. Et donc, grâce au budget participatif, les institutions ouvrent un cas d'expression en fait aux citoyens qui vont pouvoir s'emparer d'un budget en fait qui est un outil puissant. Sans argent, vous ne faites rien. Donc, vous dites aux gens, vous avez 2, 3, 5, 10, 20 millions d'euros pour l'investissement dans la ville. Allez-y, quoi. Et aussi, c'est grâce au développement de ce qu'on appelle les civic tech. Alors ça, je suis un peu plus partagé, parce que le vote en ligne, ça aide, mais genre Porto Alegre en 89, ils n'avaient pas le vote en ligne, donc c'est pas que les civic tech. Ces technologies renforcent potentiellement le lien entre politique et citoyen, c'est-à-dire que grâce en fait aux outils, soit en ligne, soit les applications mobiles, etc., vous pouvez plus facilement en fait toucher les gens. Ça, ce troisième point, moi, je le mettrais vraiment je sais pas comment dire, entre parenthèses, de côté. C'est potentiellement vrai, c'est peut-être vrai, mais voilà, je suis pas sûr que ce soit le véritable élément. Ça peut simplifier les choses, effectivement. Moi, je suis pas sûr que je voterais au budget participatif s'il n'y a pas un vote en ligne. Mais je veux dire, la délibération, les processus de décision se prennent plus facilement en face à face, et voilà. En fait, je pense que c'est complémentaire, personnellement. Mais exactement, non, mais je suis assez d'accord avec toi, oui.
Faut pas mettre l'un devant l'autre. C'est juste, selon les personnes, c'est plus facile soit d'être derrière son écran pour contribuer, ils pourraient pas le faire en face, et d'autres, Exactement. ça se passera de manière plus intéressante en physique. Mais tu vois, les ateliers, par exemple, quand on refait une place où on invite les gens à participer, ouvrir un espace débat en ligne, c'est bien, mais tu vas pas manipuler des plans avec des architectes qui sont là pour t'aider, ou des urbanistes. Ça se fait mieux quand tu fais dans une salle et que tu invites les gens à le faire en petit travail de petit groupe, quoi. Ou alors tu fais en déambulation et tu notes les points à refaire. Tu vois, enfin. C'est complémentaire. Mais c'est complémentaire. Non, mais je suis d'accord. Hein, mais je pense que ce troisième point est beaucoup moins pertinent que les deux premiers. Et que en fait, ça a plus à voir, à mon avis, avec l'envie des gens de s'investir en fait, de manière concrète, c'est-à-dire pas juste en votant une fois tous les 5 ans pour son conseil municipal ou en étant une association relais, hein, pour aller pour sa subvention. Donc en clair, c'est quand même souvent ça qui se passe. Et donc, ça permet aux gens aussi de faire aussi des propositions qui ne seraient pas venues en tête peut-être d'une mairie, qui ne peut pas non plus avoir l'œil sur tout quand il s'agit d'améliorer le cadre de vie. J'étais sur l'exemple des pistes cyclables, mais par exemple, une association de cyclistes urbains, merci de me rappeler l'heure, Sylvain, il le fait discrètement, mais je le dénonce à Balance, et j'arrêterai là-dessus. Aucun problème avec ça. J'arrêterai là-dessus pour par exemple améliorer le réseau cycliste dans la ville. Voilà. Et écoutez, c'est bien, on a pu bien discuter aujourd'hui. Vous voyez qu'on n'avait pas d'invité finalement, c'est pas mal. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de sujet, parce qu'en fait je me rends compte que on a beaucoup parlé des partis et des invités aussi des partis. J'envisage d'explorer un peu plus d'autres structures politiques moins partidaires, qui peuvent être partisanes mais qui ne sont pas forcément des formes de partis politiques. Alternativa, les Colibris, peut-être les Gilets jaunes, si un jour il y a des représentants, enfin des choses comme ça, pour élargir le champ de... Oui, merci, voilà. Pour élargir le champ de l'actualité, des invités potentiels et de la discussion. No Harris Live, Acropolis n'est pas un parti politique. Non, sinon on s'engueulerait sur qui est le chef, alors qu'au moins là on sait que c'est Jean le chef. Voilà, c'est plus simple. Je me trompe pas, hein, j'ai fait comme il fallait. Ok. Il fera pas de commentaire, il sera un joker. Et donc, oui, là j'ai mis en image derrière moi le logo, enfin une affiche démotivée de Toulouse, qui était une des premières listes citoyennes, en tout cas qui s'appelait comme ça en fait, à Toulouse en 2001. Et puis donc 2 exemples de mouvements qui ne sont pas politiques aujourd'hui, enfin qui sont politiques, mais qui ne sont pas des partis politiques. Les Gilets jaunes, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ce n'est que du potentiel. Ça peut s'écrouler après samedi, hein, autant que ça peut durer un peu. Et les Colibris, qui est quand même une association qui recense beaucoup de monde et qui se veut politique sans pour autant être un parti politique. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer ces territoires-là. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour Et l'Europe bordel. Faites une bonne sieste ou retournez travailler, bande de feignasses. Allez, salut, à tout à l'heure. Ce mépris pour les abonnés. Quelle indignité. À tout à l'heure.